Le réveil pour un Cro-Magnon, c'était à l'aube, voire un peu avant, suivant le niveau sonore du vent ou si un relou toussait à côté. En général, tu pionçais sur des peaux de bêtes ou direct sur la terre battue, parfois avec une couche d'herbe séchée ou de feuilles pour le confort, façon de parler. T'avais intérêt à dormir près du feu, pas pour l'ambiance tamisée, mais pour la chaleur et éviter que les insectes et les prédateurs te bouffent tout cru. S'isoler du groupe, c'était pas une option, sauf si t'avais envie de te réveiller avec un pied en moins. On dormait entassés, la famille élargie, et tous ceux qui squattaient le même clan. L'intimité? Connais pas. Tout le monde entendait tout. Direct après avoir ouvert les yeux, tu checkais le feu. S'il était éteint, fallait le rallumer. Et là, c'était la galère, patience, technique, et pas mal de frottage de bouts de bois. S'il faisait froid, et c'était souvent le cas, vu le climat, tout le monde était de mauvaise humeur jusqu'à ce que ça reprenne. Ensuite, t'inspectais tes outils et tes armes, lances, couteaux, grattoirs, tout ce qui pouvait servir à chasser ou à te défendre. Fallait que ce soit nickel. Perdre tes outils, c'était perdre ta capacité à te nourrir, à te protéger ou à préparer la viande et les pots. Certains étaient plus doués que d'autres, et c'était courant de squatter le matos de ceux qui géraient, mais ils attendaient sûrement un retour d'ascenseur. Les gosses, en général, c'étaient les premiers à faire du bruit. Ils commençaient à bouger, à chercher un truc à bouffer ou un truc à faire, souvent les deux. Les adultes se levaient en mode slow motion et commençaient à préparer la journée. Ça pouvait être aller chercher de l'eau, vérifier les pièges ou partir à la recherche de traces d'animaux. Pas de réveil en douceur. Pas le temps pour ça. Ton objectif, c'était simple, rester au chaud, trouver de la bouffe et éviter de te blesser. Si tu te réveillais entier, que le feu brûlait encore et que rien ne semblait vouloir te bouffer la gueule, t'étais déjà un winner à l'époque paléolithique. L'hygiène perso, ça existait, mais pas comme on l'imagine. La propreté était surtout une question de survie, pas de beauté. Tu te lavais quand ça commençait à impacter ta capacité à vivre ou quand l'odeur devenait insupportable pour le groupe. Les bains, c'était rare, ça dépendait de la saison et de l'environnement. S'il y avait une rivière, les gens s'y lavaient quand l'eau n'était pas gelée. Sinon, on se contentait d'enlever la crasse avec des feuilles, du sable, ou, luxe ultime, de la graisse animale. Oui, de la graisse pour se frotter la peau. Ça peut paraître bizarre, mais ça aidait aussi à se réchauffer et à éloigner les insectes. Les dents, c'était une autre histoire. Pas de brosse à dents, mais certains mâchouillaient des bouts de bois fibreux ou des os pour nettoyer leurs dents. L'usure dentaire était courante, surtout avec le régime paléolithique, viande dure, céréales non transformées et des particules de sable des meules qui se retrouvaient dans la bouffe. Les Cro-Magnons ne se brossaient pas les dents, mais ils ne mangeaient pas de bonbons non plus, donc les caries étaient rares. La perte de dents à cause des blessures ou de l'usure, par contre, c'était une autre affaire. Pour les cheveux, c'était le minimum syndical. Ils étaient souvent longs, attachés ou simplement négligés. Les poux étaient monnaie courante. Certains groupes utilisaient de la cendre, de la terre ou des huiles animales pour réduire les infestations. D'autres se contentaient de se gratter comme des dingues en espérant que ça passe. Il y a aussi des preuves, à des périodes préhistoriques plus tardives, de peignes ou d'outils de toilettage rudimentaires, donc certains faisaient quand même des efforts. Les vêtements n'arrangeaient rien. Les peaux de bêtes, c'était pas respirant et c'était rarement lavé. Si ça sentait mauvais, soit on s'y habituait, soit on accusait celui qui était assis le plus près du feu. Les pieds étaient souvent nus ou couverts de protections en peau. L'odeur d'une grotte préhistorique devait être particulière. Mais le truc surprenant, c'est que malgré le manque de savon ou de douche, les premiers humains s'adaptaient bien. Leur système immunitaire était solide et leur communauté avait assez de connaissances sur la propreté pour éviter les épidémies majeures. En fait, les gens sentaient probablement tous pareil, donc personne ne remarquait rien, sauf si tu faisais un truc extrême, comme te rouler dans un animal mort, ce que certains faisaient pour se camoufler, au passage. Le petit déjeuner? Pas d'heure fixe. On mangeait quand on pouvait, ce qu'on pouvait, et seulement s'il restait quelque chose de la veille. Si tu te réveillais et que tu trouvais un bout de viande séchée accroché près du feu, bravo, t'avais gagné le loto préhistorique. Mais la plupart du temps, ça ne se passait pas comme ça. Si la chasse de la veille avait échoué ou si la bouffe avait déjà été mangée ou volée par une créature ressemblant à un raton laveur avec de l'ambition, alors le petit déjeuner, c'était la cueillette. Ça pouvait être creusé pour trouver des racines,
vérifier les buissons de bail à proximité ou scruter le paysage à la recherche de plantes comestibles qui n'avaient pas déjà été revendiquées par les animaux ou les enfants. Les choix étaient saisonniers, le printemps, c'était les légumes verts, l'été, les fruits, et l'hiver, la faim. Les protéines étaient plus aléatoires. Les petits animaux comme les oiseaux, les lapins ou les insectes étaient parfois attrapés et mangés entiers ou rôtis. Les insectes étaient une source de protéines fiable, même si personne n'était particulièrement enthousiaste à l'idée d'en manger. Si tu trouvais une termitière ou une poignée de larves, ça pouvait devenir le repas du matin. C'était pas terrible au goût, mais ça ne mordait pas non plus. Parfois, tu partageais avec les autres, surtout au sein de ton propre groupe familial, mais la nourriture était une ressource, pas une courtoisie. Si quelqu'un rapportait le petit déjeuner, ça voulait dire qu'il était soit généreux, soit le chef, ou les deux. L'eau était une autre priorité. Les ruisseaux, les sources et les rivières étaient les principales sources, si t'avais de la chance. Sinon, il fallait se contenter des flaques d'eau. Faire bouillir l'eau n'était pas une pratique courante à l'époque, donc la plupart de l'eau était consommée crue, parfois accompagnée de bactéries. Ton intestin soit gagnait, soit regrettait amèrement. De temps en temps, il y avait des restes de la dernière grande chasse, de la viande fumée, de la moelle d'os fêlée ou des lanières de peau séchée qui étaient techniquement comestibles avec suffisamment de mastication. C'était précieux. Les gens les stockaient en hauteur, les enveloppaient ou les cachaient, mais rien ne pouvait arrêter un enfant déterminé avec un bâton. Donc, chaque matin, c'était un nouveau pari. Peut-être que tu trouverais quelques baies et un écureuil à moitié rôti. Peut-être que tu ne trouverais rien du tout. Quoi qu'il en soit, personne ne sautait le petit déjeuner exprès. Après le petit déjeuner, ou la réalisation qu'il n'y aurait pas de petit déjeuner, la tâche principale de la journée était l'entretien des outils. Les outils n'étaient pas de simples accessoires, c'était du matériel de survie. Sans un bon tranchant, tu ne pouvais pas couper la viande, gratter les peaux ou te défendre. Donc, une partie surprenante de la journée était consacrée à être penché sur des roches, à frapper d'autres roches, en essayant d'obtenir la bonne forme. Bienvenue dans la fabrication d'outils paléolithiques, en partie de l'artisanat, en partie des essais et erreurs, et entièrement dépendante du fait de ne pas t'éclater le pouce. Le matériau de choix? Le silex ou l'obsidienne, si t'avais de la chance et que tu vivais près d'un volcan. Ces pierres se fendaient de façon prévisible, ce qui voulait dire que tu pouvais détacher des bords tranchants et créer des outils de coupe. Le pack de démarrage de base comprenait des haches à main, des grattoirs, des pointes de lance et la très populaire pierre avec un manche. Il n'y avait pas de taille unique. Chaque outil avait un but, certains pour la boucherie, d'autres pour façonner le bois et d'autres pour des tâches que nous ne comprenons toujours pas complètement, mais qui impliquaient probablement de frapper des choses. La plupart des gens fabriquaient leurs propres outils, mais comme pour tout, certains étaient meilleurs que d'autres. Si quelqu'un dans le groupe avait le don de fabriquer des pointes de lance parfaitement équilibrées, il gagnait du respect et des demandes. L'affûtage des outils était constant. Un bord émoussé était pratiquement inutile et pire, dangereux. Soit tu te blessais, soit tu perdais du temps. Les pierres étaient meulées, écaillées et testées quotidiennement. Et oui, parfois, ça voulait dire passer 2 heures à fabriquer quelque chose qui se cassait après 2 minutes d'utilisation. Tu ne te plaignais pas, tu recommençais. Les kits d'outils étaient souvent transmis, échangés ou même volés. Si tu perdais le tien, t'étais pas juste embarrassé, t'étais dans le pétrin. Le moment où t'avais rien de coupant sur toi, c'était généralement le moment où un truc avec des griffes se pointait. De temps en temps, la créativité se manifestait. Quelqu'un pouvait attacher une pierre à un bâton avec du tendon animal et appeler ça un marteau. D'autres ont découvert les outils en os, souples, légers et parfaits pour les tâches délicates. Ces innovations étaient les germes des révolutions technologiques ultérieures, même si leurs inventeurs essayaient surtout de couper quelque chose plus vite. Une fois les outils prêts et le petit déjeuner, ou son absence, réglés, il était temps de s'attaquer à l'événement principal, la chasse. La chasse dans le monde paléolithique n'était pas un hobby en solo, c'était une opération en équipe, impliquant souvent tous les membres valides du groupe, plus un type qui criait des trucs utiles comme va à gauche et ce n'est pas un cerf. Les gros animaux, c'était le jackpot, mammouth, bison, chevaux sauvages, tout ce qui était assez grand pour nourrir tout le groupe pendant une semaine valait le risque. Mais ils étaient aussi dangereux. Les mammouths n'attendaient pas qu'on les embroche. Ils étaient rapides, lourds et n'avaient aucune patience pour les bipèdes sans poils avec des bâtons en bois. Planifier une chasse demandait une vraie coordination. Les éclaireurs partaient en avant pour pister les troupeaux.
D'autres préparaient des pièges, des fosses recouvertes de branches, des points d'étranglement naturels près des rivières ou simplement des falaises abruptes, si le groupe se sentait ambitieux et un peu imprudent. Venait ensuite l'embuscade, les cris, les lancers de lances et beaucoup de courses. L'espoir était qu'un truc gros s'effondre, de préférence avant qu'un membre de ton groupe ne le fasse. Pour le petit gibier, cerf, sanglier ou même lapin, la procédure était plus simple, lances, gourdins et embuscades intelligentes étaient utilisés. Les pièges et les collets aidaient aussi, surtout pour les chasseurs solo ou en petits groupes. Mais même avec les petits animaux, les choses tournaient mal. Un faux pas et te voilà à courir après un cochon à travers les bois tout en essayant d'expliquer à ton groupe comment tu l'avais presque eu. Parfois, l'équipe de chasse revenait victorieuse, traînant de la viande, des os et des droits de vantardise. D'autres fois, ils revenaient avec rien d'autre que des égratignures et des excuses. Le vent a tourné était une excuse populaire. Tout comme blâmer celui qui avait éternué pendant l'embuscade. La viande n'était pas que de la nourriture, c'était un statut. Celui qui avait abattu l'animal avait souvent le premier choix, plus de respect et moins de corvée ce soir-là. Mais le partage restait courant. Tu avais besoin de ton groupe et brûler les ponts pour un morceau de viande menait à des silences gênants autour du feu. La chasse n'était pas qu'une question de survie, c'était du travail d'équipe, du risque et de la stratégie en temps réel, tout en essayant de ne pas se faire piétiner. Tout le monde, à l'époque paléolithique, ne chassait pas les mammouths. Certains avaient un travail beaucoup plus pratique, trouver des choses qui ne se défendaient pas. La cueillette n'était pas aussi spectaculaire que la chasse, mais elle était essentielle et franchement plus réussie la plupart du temps. Tu n'attrapais pas toujours un cerf, mais il y avait de bonnes chances que tu trouves un buisson de bail. L'équipe de cueillette, souvent composée de femmes, d'adultes plus âgés et d'enfants trop jeunes pour lancer une lance sans toucher un arbre, couvrait beaucoup de terrain. Ils cherchaient des plantes comestibles, des bailles, des noix, des racines, des graines, des champignons et tout ce qui n'avait pas le goût du regret. Savoir ce qui était sûr à manger était une question d'expérience, d'essais et erreurs, et malheureusement, d'enterrements occasionnels. Les cueilleurs développaient des cartes mentales solides de leur terrain. Ils se souvenaient des vallées qui avaient des tubercules, des arbres qui laissaient tomber les meilleures noix et des plantes qui semblaient comestibles mais ne l'étaient absolument pas. Ils transmettaient ces connaissances avec soin. Confondre une bonne racine avec une racine toxique pouvait transformer ton goûter en urgence. Mais ce n'était pas toujours surélan. Parfois, les cueilleurs devaient aussi faire face à la faune, rivalisant avec les oiseaux, les écureuils ou même les ours pour les baies. Et marcher dans un nid de guêpes en essayant d'attraper du miel était une erreur que personne ne faisait 2 fois volontairement. La cueillette signifiait aussi faire plusieurs choses à la fois. Tout en ramassant de la nourriture, les gens pouvaient aussi collecter du bois de chauffage, des plumes, de l'écorce ou des herbes pour la médecine. Les enfants les accompagnaient, apprenaient les ficelles du métier et essayaient parfois de manger des choses qu'ils ne devraient pas. Tu les surveillais et essayais de ne perdre personne de vue tout en te demandant si ce champignon avait l'air bizarre. La nourriture ramassée était souvent plus fiable que la viande chassée. Les plantes ne s'enfuient pas, les noix ne te poignardent pas et si tu t'y prenais bien, une seule journée de récolte pouvait nourrir le groupe pendant plusieurs repas ou au moins fournir des collations entre les chasses ratées. Les cueilleurs étaient les héros discrets de la tribu. Ils n'étaient pas spectaculaires, ils ne se montraient pas, mais quand l'équipe de chasse revenait les mains vides, ce sont les cueilleurs qui sauvaient le dîner. S'il y avait une chose qui rendait la vie paléolithique ne serait-ce qu'un peu gérable, c'était le feu. Le feu cuisinait ta nourriture, te gardait au chaud, effrayait les prédateurs et te permettait de voir tes propres pieds après le coucher du soleil. Sans lui, tes chances de survie chutaient rapidement. C'est pourquoi chaque groupe avait une règle tacite, ne laissez pas le feu s'éteindre. Quelqu'un, généralement celui qui avait tiré la courte paille ce jour-là, était assigné à la tâche. Ça voulait dire garder un œil sur les flammes, l'alimenter en bois et paniquer occasionnellement si le vent tournait ou si les braises avaient l'air trop faibles. Ce n'était pas glamour, mais c'était essentiel. Tu pouvais te passer de petit déjeuner, tu pouvais boiter après une mauvaise chasse, mais si le feu s'éteignait, là, c'était une urgence collective. Allumer un feu à partir de rien n'était pas facile. Il fallait des outils basés sur la friction, comme une perceuse à feu ou des bâtons à faire tourner à la main sur du bois sec. Si tes mains étaient froides ou ton matériau humide, tu pouvais y passer la journée à espérer qu'une minuscule braise se montre miséricordieuse. C'est pourquoi de nombreux groupes essayaient de maintenir un seul feu allumé en permanence, même lorsqu'ils déplaçaient leur camp. Dans certains cas, quelqu'un portait littéralement une braise rougeoyante enveloppée dans de la mousse ou de l'écorce pour maintenir la flamme en vie sur la route.
Cette personne n'avait qu'un seul travail et la pression était bien réelle. La collecte de combustible faisait aussi partie du marché. Bois sec, brindilles, excréments d'animaux, tout ce qui brûlait sans exploser était bon à prendre. Les enfants aidaient souvent, bien qu'ils rapportent parfois des choses qui semblaient inflammables mais ne l'étaient absolument pas, comme des bûches mouillées ou des champignons à moitié enfouis. L'entretien du feu avait aussi un côté social. Le feu était le centre de la vie du camp. Les gens s'asseyaient autour, racontaient des histoires, partageaient de la nourriture et se disputaient à qui était le tour de monter la garde. Le foyer était en quelque sorte le salon d'origine, sauf que si quelqu'un s'endormait pendant son service, il pouvait geler tout le monde à mort. Personne n'était félicité pour avoir maintenu le feu allumé, mais s'il s'éteignait, il n'y avait pas d'excuse, juste beaucoup de regards noirs et la phrase « Devine qui va faire des étincelles ce soir ?» Contrairement à ce qu'on croit, tout le monde à la préhistoire ne vivait pas dans une grotte. Les grottes étaient super si tu pouvais en trouver une, abri naturel, protection contre le vent et murs intégrés. Mais elles n'étaient pas toujours disponibles, surtout si d'autres groupes ou des animaux sauvages les avaient déjà revendiquées. Donc, comme tout humain déterminé, les premiers hommes construisaient leur propre maison, enfin, un peu. La construction à l'époque paléolithique n'était pas une question d'esthétique. Il n'y avait pas de plan, pas d'architecte et certainement pas de règles de copropriété. Le but principal était simple, empêcher le temps d'entrer et les gens de sortir. Si tu vivais dans une région sans grottes utilisables, tu construisais probablement des huttes ou des abris en bois, en os, en boue, en herbe et tout ce qui traînait. Une solide charpente de branches ou de côtes de mammouth était attachée avec du tendon animal ou des lianes, puis recouverte de peau, d'écorce ou de terre tassée. Le résultat ? Une structure bancale qui fuyait légèrement moins que si tu étais dehors. La construction était un effort de groupe, une personne tenait les bâtons, une autre faisait les nœuds et quelqu'un restait prêt en prétendant savoir ce qu'il faisait. Si ça s'effondrait à moitié, personne n'était étonné, tu ramassais juste et tu réessayais, cette fois-ci en forçant sur le manche. Le temps, c'était toujours un problème. La pluie transformait les sols en terre battue en bourbiers infâmes. Le vent pouvait arracher les protections en peau, comme si la nature voulait refaire la déco. La neige écrasait des abris entiers s'ils n'étaient pas renforcés. C'est pourquoi certains groupes construisaient des structures saisonnières, des cabanes légères pour l'été, qu'on pouvait vite abandonner, et des abris plus solides pour les longues périodes misérables de froid glacial. L'isolation, c'était le grand luxe. Si t'avais de la chance, des peaux de bêtes recouvraient les murs et le sol. Sinon, tu mettais des couches de vêtements et tu te plaignais. Le feu restait au centre, idéalement avec un trou dans le toit pour laisser sortir la fumée, même si ça laissait entrer autant de froid. Meubles ? Bof. Un rocher pour s'asseoir, un coin plat pour faire la sieste, et peut-être une pile de peau pour pioncer. Le luxe, c'était un coin chaud sans courant d'air et un toit qui ne goûtait pas. Et pourtant, même avec des matériaux limités, les gens de la préhistoire réussissaient à construire des maisons qui marchaient. C'était pas joli, mais ça te maintenait en vie, à peu près au sec, et parfois debout pendant une tempête. Être parent à l'époque paléolithique, c'était sans manuel, sans podcast et absolument sans poussette. Dès qu'un enfant naissait, t'étais direct responsable de maintenir un petit humain bruyant et super fragile en vie dans un monde rempli de falaises, de prédateurs et de rochers pointus. Et tu devais faire ça sans perdre ta lance ni ta santé mentale. L'accouchement lui-même était un événement communautaire, douloureux, crade et risqué. Si tu y survivais, félicitations. Maintenant, venait le défi suivant, garder ton enfant au chaud, nourri, et l'empêcher de coller ses doigts dans le feu par curiosité, ce qu'il faisait souvent. Pas de couche. Les bébés étaient emmaillotés dans des peaux ou des fibres végétales, et les dégâts faisaient juste partie du boulot. T'apprenais vite à toujours les poser sur des rochers, plus faciles à nettoyer. Les mères allaitaient généralement pendant des années, vu qu'il n'y avait pas de lait en poudre, et mâcher la viande pour un bambin n'était pas considéré comme efficace. La discipline était pratique. Si un gosse s'approchait trop d'une falaise, tu ne le mettais pas au coin. Tu l'attrapais par la jambe et tu gueulais un truc du genre « no folle ». Les enjeux étaient élevés et les règles de sécurité devaient être enseignées rapidement. Toucher le feu, courir après les loups ou essayer de manger des baies inconnues étaient considérés comme des moments pédagogiques, idéalement avant que quoi que ce soit n'explose, ne brûle ou ne provoque des hallucinations. Mais être parent à l'époque paléolithique, c'était pas que du danger. Les enfants jouaient sans cesse avec des bâtons, des pierres, des plumes, des insectes, tout ce qui avait l'air un peu intéressant. Le jeu, c'était comme ça qu'ils apprenaient.
Un enfant qui aimait lancer des pierres pourrait un jour être le meilleur chasseur de la tribu. Un gosse qui restait assis et observait les anciens pourrait devenir un chaman ou un guérisseur. Personne ne demandait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Tu devenais juste quelque chose, en fonction de tes compétences de survie et de ta chance. Les enfants plus âgés aidaient aux corvées, ramassaient du bois, cherchaient de l'eau, chassaient les oiseaux de la viande qui séchait. Vers 10 ans, ils étaient considérés comme des membres semi-fonctionnels de la société. Toujours chiants, mais maintenant utiles. Il n'y avait pas d'éducation formelle, mais les enfants apprenaient par l'observation, la répétition et l'épreuve de la boue. Ils n'avaient pas de jouets, ils avaient la nature. Et la nature ne venait pas avec des étiquettes de sécurité. Après une longue journée de chasse, de cueillette, d'esquive d'animaux sauvages et de parentalité sans sédatif, les premiers humains pouvaient enfin profiter d'un peu de ce qu'on pourrait appeler du temps libre. Bien sûr, la vie sociale à l'époque paléolithique n'était pas exactement dégustation de vin et brunch, mais c'était quelque chose. Le cœur de l'activité sociale était le feu. Une fois que le soleil se couchait et que la visibilité baissait, en espérant ne pas trébucher sur un chien endormi, le groupe se rassemblait autour des flammes, pas pour une fête, mais parce que c'était la seule source de chaleur et de lumière qui ne mordait pas. Ça servait quand même de point de rassemblement de la tribu. Tout le monde venait ici pour manger, parler et se détendre. Les conversations du soir n'étaient pas des banalités sur la météo. C'étaient des séances de narration. Les gens partageaient les événements de la journée, exagéraient les chasses et racontaient des histoires sur les esprits, les ancêtres ou cette fois où quelqu'un était tombé dans la rivière en poursuivant un poisson. La narration n'était pas qu'un divertissement. C'était la façon dont les connaissances étaient transmises, quoi manger, quoi éviter, où se trouvaient les bons spots de chasse. Tout ça enrobé d'histoires complètes avec des grognements dramatiques et des mouvements de bras. La musique et la danse faisaient aussi leur apparition, même si ce n'était pas vraiment coordonné. Quelqu'un tapait deux pierres ensemble de manière rythmique, quelqu'un d'autre pouvait fredonner ou chanter, et soudain, 3 enfants se mettaient à tourner en rond parce que personne ne leur disait de ne pas le faire. Les instruments comprenaient des os creux, des pots tendus, tambours, et littéralement tout ce qui produisait un son vaguement satisfaisant. La vantardise était aussi une grande partie de la vie sociale. Si quelqu'un avait une chasse réussie, il le mentionnait à plusieurs reprises. S'il fabriquait un outil tranchant, il le montrait avec désinvolture tout en prétendant s'en foutre. Le statut social ne dépendait pas de la richesse, mais des compétences, qui pouvait chasser, qui pouvait diriger, qui pouvait maintenir le feu allumé sans se brûler les sourcils. Et le flirt, bien sûr, ça existait. Il n'y avait pas beaucoup d'options, donc les gestes romantiques étaient souvent subtils, partager de la nourriture, s'asseoir plus près de quelqu'un, ou ne pas rire quand il confondait un tas de fumier avec une racine rare. Les relations se formaient lentement et généralement avec la compréhension tacite que tu ne m'avais pas lancé de pierre aujourd'hui, c'était bon signe. La cour était subtile, pratique et impliquait généralement plus de grognements que de poésie. Pourtant, les premiers humains réussissaient à trouver un moyen de former des couples, malgré l'absence totale de bougies parfumées ou de déodorants. La première étape de la cour était la proximité. Tu vivais dans un petit groupe d'environ 20 à 40 personnes, ce qui signifiait que ton bassin de rencontre était essentiellement tous ceux qui n'avaient pas déjà été revendiqués par quelqu'un d'autre ou qui n'étaient pas apparentés à toi. Pas idéal, mais il n'y avait pas de version préhistorique de Tinder, à moins de considérer croiser les regards en mâchant le même morceau d'écureuil rôti comme ça. Le flirt était discret et, selon les normes actuelles, un peu étrange. Partager de la nourriture était super important. Si quelqu'un te donnait le meilleur morceau de viande ou une poignée de bacon qu'il n'était pas techniquement obligé de partager, c'était un signe d'intérêt. Aider quelqu'un à gratter une peau ou à porter de l'eau était aussi un bon signe. La romance à l'époque se basait sur l'effort, pas sur l'éloquence. L'apparence comptait, mais seulement jusqu'à un certain point. Tu n'étais pas jugé sur ta tenue. Tout le monde portait une variation de fourrure et de terre. Ce qui comptait, c'était ta capacité à survivre. Un bon chasseur ou un cueilleur talentueux avait plus de chances d'attirer un partenaire que quelqu'un qui restait assis près du feu toute la journée à sculpter des statues d'aspect douteux. Les relations de couple étaient souvent à long terme, mais pas toujours permanentes. Les gens restaient ensemble pour la coopération, l'éducation des enfants, le partage de la nourriture, la survie au mauvais hiver. Si ça ne marchait pas, une séparation discrète se produisait. Pas de paperasse, juste moins de tâches partagées et plus de silence gênant pendant les repas de groupe. Les relations sexuelles étaient probablement plus flexibles que les hypothèses modernes le suggèrent.
Certains anthropologues suggèrent que les premiers humains étaient moins possessifs que les sociétés agricoles ultérieures. La dynamique de groupe, les besoins de survie et la mobilité façonnaient souvent les normes relationnelles plus que la jalousie personnelle. Et bien sûr, il n'y avait pas de chansons d'amour, juste une compagnie silencieuse, une couverture partagée et la compréhension mutuelle que ni l'un ni l'autre ne voulait se faire manger seul. Ça n'avait peut-être pas l'air romantique, mais ça marchait. Les couples de l'époque paléolithique construisaient des familles, élevaient des enfants et traversaient des tempêtes, sans jamais se disputer sur qui avait oublié de faire la vaisselle, surtout parce qu'il n'y avait pas de vaisselle. Malgré le besoin constant de chasser, de cueillir et de ne pas mourir, les premiers humains trouvaient encore du temps pour quelque chose d'uniquement humain, l'art. Et même s'ils n'avaient pas de galerie, de musée où l'expression était très abstrait, ils avaient des murs. De grands murs de grottes froides, et apparemment, ils ne demandaient qu'à être décorés. Les peintures rupestres les plus anciennes datent de plus de 30 000 ans, avec des exemples célèbres trouvés dans des endroits comme Lascaux et Chauvet, en France actuelle. Ce n'étaient pas des gribouillis aléatoires. Elles représentaient des animaux comme des bisons, des cerfs, des chevaux et des mammouths, souvent dessinés avec une précision et un mouvement surprenants. Certaines avaient des lignes montrant le mouvement, d'autres des points, des empreintes de main ou des symboles dont nous n'avons toujours pas percé le sens. Quels outils utilisaient-ils? Rien de sophistiqué, juste des pigments naturels comme le charbon de bois, l'ocre et le manganèse. Des minéraux broyés mélangés à de l'eau, de la graisse ou de la salive. Pour les pinceaux, ils utilisaient des doigts, des bâtons, des extrémités de plantes mâchées ou des os creux pour pulvériser le pigment sur leurs mains en guise de pochoir. Oui, les hommes préhistoriques ont inventé l'aérographe bien avant qu'il n'apparaisse sur les motos. Pourquoi peignaient-ils? Personne ne le sait avec certitude. Peut-être que c'était de la narration, peut-être des croyances spirituelles, peut-être que quelqu'un avait juste un œil pour la composition et que personne ne lui disait d'arrêter. Certains anthropologues pensent que l'art était lié au rituel de chasse, un moyen d'attirer le succès ou de transmettre des connaissances sur les animaux à chasser et ceux à éviter. Les artistes travaillaient probablement à la lumière des feux, au fond des grottes, dans des endroits où personne ne vivait, ce qui signifie qu'ils faisaient de l'art juste pour le faire. Pas de gain commercial, pas d'abonnés Instagram, juste l'expression humaine sous sa forme la plus brute. Les enfants étaient probablement de la partie aussi. Certaines grottes comprennent de minuscules empreintes de mains, ce qui suggère qu'on apprenait même aux plus petits à laisser leur marque, littéralement. Et même si nous ne saurons jamais qui a fait le premier croquis de bison, il y a de fortes chances que quelqu'un se soit tenu derrière lui en grognant d'approbation ou en offrant des critiques très peu utiles. Ce qui est remarquable, c'est que cet art a duré longtemps après que les huttes se soient décomposées et que les foyers se soient effondrés. Ces animaux peints galopent toujours sur les murs des grottes, preuve qu'il y a 30 000 ans, les humains avaient besoin de plus que de la nourriture et un abri. Ils avaient besoin de créer aussi. Et peut-être qu'ils aimaient juste vraiment les bisons. Tomber malade ou se blesser à l'époque paléolithique, c'était un peu comme lancer des dés avec l'univers. Seulement, les dés étaient faits d'os et avaient surtout des mauvais côtés. Il n'y avait pas d'hôpitaux, pas d'antibiotiques et certainement pas de soins urgents. Si tu te cassais quelque chose, te couper ou développer une éruption cutanée mystérieuse, le meilleur scénario était que ton corps gère la situation. Le pire scénario, eh bien, tout le monde se rassemblait maladroitement autour de ton feu et espérait que ce ne soit pas contagieux. Les soins médicaux existaient, mais ils étaient basiques, extrêmement basiques. Les premiers humains avaient probablement une certaine compréhension des plantes qui réduisaient la douleur ou l'inflammation. L'écorce mâchée, les racines ou les herbes broyées pouvaient servir de médicaments primitifs. L'écorce de saule, par exemple, contient de l'acide salicylique, l'ingrédient actif de l'aspirine. Donc, quelque part, une personne de l'époque paléolithique a été la première à découvrir le soulagement de la douleur en rongeant un arbre. Pour les plaies, le traitement impliquait souvent de nettoyer la zone avec de l'eau ou des plantes antiseptiques, si on les connaissait, de l'envelopper dans de la peau d'animal ou de la mousse, puis de la surveiller de près. L'infection était le vrai tueur, pas la blessure elle-même. Il n'y avait pas de bandage stérile. Si la plaie devenait rouge vif et commençait à sentir mauvais, eh bien, c'était l'odeur des mauvaises nouvelles. Les os cassés, parfois ils guérissaient, parfois non. Il y a des preuves archéologiques de squelettes préhistoriques avec des fractures guéries, ce qui suggère que des soins étaient prodigués et que le repos était imposé. Mais il y avait aussi des gens qui continuaient clairement à bouger avec des membres en mauvais état parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Les maux de dents étaient un autre problème. Les dents s'usaient à cause de la mastication constante de viande dure et de plantes remplies de sable. Les caries n'étaient pas courantes,
mais la carie dentaire et les infections de la mâchoire se produisaient. La solution? L'extraction avec une pierre et sans anesthésie. Les chamans ou les guérisseurs pouvaient servir de premiers médecins, à la fois herboristes, guides spirituels et personnes prêtes à toucher des crottes. Ils utilisaient des rituels, des chants et des substances que nous pourrions maintenant considérer comme légèrement hallucinogènes. Était-ce de la science? Non. Est-ce que ça marchait? Parfois. La vérité est que les soins médicaux à l'époque étaient une combinaison d'essais et erreurs et d'instinct de survie. Tu te reposais, tu recevais de l'attention et parfois tu avais de la chance. Et si ce n'était pas le cas, ta place près du feu était prise par quelqu'un d'autre. À la nuit tombée dans le monde paléolithique, il n'y avait ni chariot, ni roue, ni route, et absolument aucune idée de se faire conduire. Si tu voulais aller quelque part, tu marchais. C'était tout. Le voyage n'était pas une commodité, c'était un engagement physique. Que tu déménages le camp, suive du gibier ou évite les voisins qui volaient ton bois de chauffage, ça voulait toujours dire utiliser tes deux pieds. La mobilité était essentielle. Les groupes paléolithiques étaient généralement nomades, se déplaçant selon les besoins en fonction des saisons, de la disponibilité de la nourriture et peut-être juste pour échapper à l'odeur du vieux camp. Les campings ne venaient pas avec des baux. Une fois que les ressources locales étaient épuisées ou que les mammouths déménageaient, les gens suivaient. Les voyages pouvaient être courts, une journée de marche vers un terrain de chasse à proximité, ou beaucoup plus longs, parcourant des dizaines de kilomètres sur plusieurs jours, voire des semaines. Tout devait être porté, outils, pots, matériel pour allumer le feu, nourriture, s'il en restait, et enfants. Tout devait être emballé et transporté sur ton dos. Il n'y avait pas de valises, juste des sacs en cuir ou des paniers en roseau tressé. Et n'oublions pas le temps. Voyager signifiait être exposé, pluie, vent, neige. Tu endurais tout, peut-être en essayant de convaincre un enfant fatigué de 5 ans que oui, il devait vraiment continuer à marcher, encore en montée. La navigation ne se faisait pas avec des cartes. Les gens utilisaient la mémoire, les points de repère, les constellations, les traces d'animaux et les connaissances orales transmises de génération en génération. Cette montagne qui ressemble à un ours endormi, ou ce coude de la rivière qui sent bizarre, était aussi proche des panneaux de signalisation qu'on pouvait avoir. Le déplacement du groupe devait être organisé. Des éclaireurs pouvaient partir en avant pour vérifier s'il y avait des menaces. Tout le monde se déplaçait avec prudence, souvent en file indienne. Si quelqu'un se blessait, tout le groupe ralentissait. Si le temps tournait, tu trouvais un abri vite. La vitesse était importante, mais il était aussi important de rester ensemble. Se séparer dans la nature sauvage préhistorique était rarement viable. Malgré tout ça, les gens couvraient des distances sérieuses. Les fossiles et les artefacts montrent que les humains du Paléolithique ont migré à travers les continents à pied. Pas de GPS, pas de bouteilles d'eau, pas de Spotify, juste de la survie, des pieds endoloris et la soif humaine inébranlable de voir ce qu'il y avait au-delà de la prochaine colline. Après une longue journée de chasse, de cueillette, de marche, de parentalité, de réparation d'outils et généralement de ne pas mourir, les premiers humains terminaient leur journée au seul endroit qui avait du sens, autour du feu. Le soleil se couchait rapidement, et sans lumières électriques ni lanternes, l'obscurité arrivait vite et sans discussion. C'est là que le groupe s'installait pour l'acte final de la nuit, à parts égales relaxation et maintien de la survie. Le dîner, si on avait de la chance, comprenait de la viande rôtie, des racines bouillies ou toute chose comestible qui ne s'était pas échappée plus tôt. Les repas étaient partagés en commun, tout le monde assis en cercle lâche, accroupi ou les jambes croisées, mangeant avec les mains, des os ou un bâton affûté à l'occasion. Il n'y avait pas d'étiquette formelle, mais des règles tacites s'appliquaient certainement. Par exemple, ne pique pas la dernière bouchée à moins d'être celui qui l'a embrochée. Après avoir mangé, les gens parlaient, pas seulement des plans de survie ou de la logistique de la nourriture. Ils partageaient des histoires, des mythes, des souvenirs, des contes de mise en garde sur ce type qui avait essayé d'embrasser un porc épic. La narration orale était la version paléolithique de Netflix, sans la mise en mémoire tampon. Ces histoires transmettaient des connaissances, divertissaient les enfants et exagéraient probablement les compétences de chasse de tout le monde d'au moins 30%. Parfois, il y avait du chant, des chants rythmiques simples ou des appels échangés entre les voix. Un morceau d'os pouvait servir de flûte, une bûche creuse de tambour. La musique n'était pas parfaite, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Elle gardait le froid à l'écart juste un peu plus longtemps. À ce moment-là, la plupart des gens étaient physiquement épuisés.
La journée ne laissait pas beaucoup d'énergie pour des discussions philosophiques à n'en plus finir. Les gosses, eux, ils décrochaient les premiers, roulaient en boule à côté de leurs parents ou dans un tas de fourrures. Les adultes traînaient plus longtemps, fixant le feu comme s'ils détenaient des réponses, ou juste en mode zoning, c'est kiff-kiff. Avant de dormir, quelqu'un vérifiait toujours le feu, le héros méconnu du groupe. Si les flammes faiblissaient, on le nourrissait. Si le vent tournait, on ajustait les barrières. Et si quelqu'un oubliait de vérifier, il allait se faire démonter dès le matin. En décembre 1938, 2 scientifiques allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, bombardent de l'uranium avec des neutrons. Les résultats sont hallucinants. Ils n'ont pas juste altéré l'élément, ils l'ont carrément fendu. La fission nucléaire venait d'être découverte. La nouvelle de l'expérience se répand comme une traînée de poudre dans la communauté scientifique mondiale. Et même si les implications sont encore théoriques, une chose est claire, si la fission pouvait être contrôlée et maîtrisée, elle pourrait libérer une explosion d'une puissance inimaginable. Et ça terrifie le monde scientifique, surtout aux États-Unis. Parce que l'Allemagne nazie, berceau de certains des plus brillants physiciens de la planète, vient de faire le premier pas vers une arme de destruction massive. Le physicien Léo Szilard, un juif hongrois qui a fui l'Europe, comprend immédiatement l'enjeu. Si les scientifiques d'Hitler construisent une bombe atomique en premier, le monde ne perdra pas seulement une guerre, il pourrait perdre son avenir. Avec l'aide d'un autre réfugié, Albert Einstein, Szilard rédige une lettre au président Franklin D. Roosevelt, l'avertissant que les Allemands pourraient être en train de travailler sur ça. Einstein la signe. La lettre est livrée en octobre 1939, moins de 2 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. Roosevelt ne se précipite pas, mais il ne l'ignore pas non plus. Il forme un comité consultatif sur l'uranium. Les financements arrivent au compte-gouttes au début. Les États-Unis ne sont tout simplement pas prêts à prendre la physique nucléaire au sérieux en tant qu'arme de guerre. Mais ça va vite changer. En 1941, les Britanniques ont confirmé la faisabilité de la bombe. Le Japon a attaqué Pearl Harbor. Les États-Unis sont entrés en guerre. Et ce qui avait commencé comme une vague inquiétude devient soudain une course contre la montre aux enjeux énormes. Entré en scène le général Leslie Groves, un militaire pragmatique qui vient de construire le Pentagone. Il est nommé à la tête du tout nouveau Manhattan Engineering District en 1942. Son but ? Simple sur le papier, construire une bombe atomique avant les nazis. En pratique, c'est le projet le plus secret, le plus coûteux et le plus complexe scientifiquement jamais tenté. Groves fait appel à un jeune physicien théoricien flamboyant pour diriger la science, J. Robert Oppenheimer. Brillant, controversé, idéaliste, un homme capable de calculer les probabilités des particules et de citer de la poésie sanscrite dans la même phrase. Ensemble, ils lancent ce qui deviendra le projet Manhattan, un pari de 2 milliards de dollars qui changera à jamais la nature de la guerre et le destin du monde. Le projet Manhattan n'est pas juste une expérience de laboratoire, c'est un empire. Pour accomplir l'impossible, le gouvernement américain crée toute une civilisation cachée, étendue à travers le pays, enveloppée de secrets. Personne en dehors du projet ne connaît son véritable but. La plupart des gens à l'intérieur non plus. Au cœur de ce monde secret se trouvent 3 sites principaux. Premièrement, Los Alamos, au Nouveau-Mexique, un plateau poussiéreux choisi pour son isolement. Ce sera le cerveau du projet, là où la physique théorique rencontre l'ingénierie pratique. Ici, Oppenheimer rassemble une équipe de rêve de scientifiques, Niels Bohr, Richard Feynman, Enrico Fermi et des dizaines d'autres. Beaucoup sont des immigrants européens fuyant le fascisme. Certains n'ont aucune idée de ce qu'ils construisent vraiment. Deuxièmement, Oak Ridge, dans le Tennessee, où des usines entières aussi longues que plusieurs terrains de football sont construites à partir de zéro. Leur mission ? Enrichir l'uranium, l'un des 2 éléments nécessaires à la fabrication d'une bombe atomique. Le problème ? L'uranium-235 est incroyablement rare, moins de 1% de l'uranium naturel. Alors, les ingénieurs essaient tout, diffusion gazeuse, séparation électromagnétique, même des calutrons. Des milliers de travailleurs, principalement des femmes, font fonctionner des machines qu'ils ne comprennent pas, sans jamais savoir qu'ils aident à enrichir le combustible de la bombe. Troisièmement, en Fort, dans l'État de Washington, où le plutonium est produit. C'est la 2e voie vers la bombe. Le plutonium ne se trouve pas naturellement en quantités utilisables. Mais dans d'énormes réacteurs nucléaires construits au milieu de nulle part, l'uranium peut être bombardé pour le produire. Ensuite, il doit être extrait,
raffinés et expédiés à Los Alamos pour être transformés en armes. Les réacteurs fonctionnent 24 heures sur 24, créant un nouvel élément et de nouveaux cauchemars, fuites radioactives, contamination et la naissance des coûts environnementaux de l'ère nucléaire, tout commence ici. Plus de 130 000 personnes ont travaillé sur le projet Manhattan, plus que la population de certains États américains à l'époque. Ils ont construit des villes secrètes complètes avec des logements, des écoles, des magasins et des clôtures de sécurité. Le courrier était censuré, les appels téléphoniques étaient surveillés. Les travailleurs ne recevaient que les informations dont ils avaient besoin. Même le vice-président Harry Truman n'avait aucune idée de ce qu'était le projet jusqu'à ce qu'il devienne président. Ce n'était pas juste un projet scientifique, c'était industriel, militaire, bureaucratique et profondément humain. Les gens tombaient amoureux, donnaient naissance à des enfants, subissaient des accidents, s'ennuyaient et mouraient, tout ça au service d'une invention qu'ils ne pouvaient pas nommer. Le projet était devenu une Amérique cachée, et il se rapprochait, jour après jour, de la construction de l'arme la plus meurtrière de l'histoire. J. Robert Oppenheimer n'était pas un contractuel militaire typique. Il n'était même pas un scientifique typique. Brillant, imprévisible, aristocrate et profondément philosophique, Oppenheimer parlait 6 langues, citait la Bhagavad Gita et fumait sans arrêt. Il avait une langue acérée, une santé fragile et une capacité étrange à résoudre des énigmes théoriques qui laissaient tout le monde perplexe. Pour beaucoup, il ressemblait plus à un poète qu'à un physicien. Mais sous pression, il était le ciment qui maintenait Los Alamos ensemble. Nommé directeur scientifique du projet Manhattan par le général Grove, Oppenheimer prouve rapidement qu'il est plus qu'un simple universitaire. Il a une compréhension intuitive des gens et de la politique. Il peut inspirer la loyauté et gérer les égos, ce qui n'est pas une mince affaire quand on travaille avec certains des esprits les plus brillants de la planète, chacun avec un intellect de niveau prix Nobel et une réputation à la hauteur. Mais il avait aussi un côté sombre. Les associations passées d'Oppenheimer avec des membres du Parti communiste, notamment son frère et sa maîtresse, Jean Tatlock, ont fait craindre les services de renseignement militaire. Grove passe outre les objections et continue avec Oppenheimer quand même. Mais le dossier sur lui est épais et ne cesse de s'épaissir. La capacité d'Oppenheimer à visualiser comment la physique théorique pouvait devenir une machinerie physique le rendait indispensable à Los Alamos. Il dirigeait avec un mélange de charisme et d'obsession, dormant souvent seulement quelques heures par nuit. Il courait entre les tableaux noirs et les réunions, griffonnant des formules, argumentant des conceptions et fumant des cigarettes à la chaîne jusqu'à l'aube. Il était au centre de tout, configurations atomiques, conception des boîtiers de bombes, réflecteurs de neutrons, même les plans de placement lors des réunions d'information. Il était aussi douloureusement conscient des conséquences. Oppenheimer pensait qu'il était moralement nécessaire de battre les nazis à la bombe. Mais alors que la guerre en Europe touchait à sa fin et que le programme nucléaire allemand s'effondrait, il est devenu mal à l'aise. La bombe n'était plus seulement une arme défensive, elle devenait une arme politique. Ce paradoxe le hantait. Il avait convoqué les plus grands esprits de son temps pour libérer une destruction jamais imaginée auparavant. Chaque succès les rapprochait non pas de la victoire, mais d'une ligne qui, une fois franchie, ne pourrait jamais être effacée. En privé, Oppenheimer restait partagé. En public, il restait concentré. Alors que l'équipe finalisait les conceptions des bombes, une vérité glaçante devenait plus claire. Ils n'allaient pas seulement changer la guerre, ils allaient changer la nature de la relation de l'humanité avec le pouvoir lui-même. Fin 1944, la théorie avait cédé la place aux plans. Les plans sont devenus des pièces. Les pièces sont devenues des prototypes. Le projet Manhattan n'était plus une expérience, c'était une chaîne de montage pour l'Armageddon. Mais construire une bombe nucléaire n'était pas comme construire un char ou un avion. C'était un territoire inexploré et rien n'était facile. Les ingénieurs, les machinistes et les physiciens de Los Alamos se concentraient désormais sur 2 types de bombes, chacune ayant sa propre complexité terrifiante. La première était la bombe à uranium, surnommée Little Boy. Elle reposait sur le principe d'un mécanisme de type canon. En projetant un morceau d'uranium-235 sur un autre à grande vitesse, on obtenait une réaction en chaîne. Simple en théorie, terrifiant en pratique. L'uranium enrichi venait d'Oak Ridge, dans le Tennessee, en petite quantité durement acquise. Chaque gramme demandait un effort énorme et ils avaient besoin de plus de 60 kg. Chaque calcul devait être parfait. Il n'y aurait pas d'essai. Little Boy irait directement sur le champ de bataille. La deuxième bombe, Fat Man, utilisait du plutonium. Mais le plutonium était plus délicat.
Une conception de type canon ne fonctionnerait pas. Le plutonium se prédétonnerait, s'éteignant avant d'atteindre sa pleine puissance. Au lieu de cela, ils ont dû développer une méthode complètement différente, l'implosion. Cela signifiait que des lentilles explosives précisément synchronisées comprimeraient un noyau de plutonium en une masse critique en microsecondes. C'était comme essayer d'écraser une boule d'acier uniformément de tous les côtés en utilisant de la dynamite sans fendre la coque. Pour aggraver les choses, le plutonium était toxique, instable et nouvellement inventé. Les scientifiques travaillaient sous une confidentialité et un stress extrême. Des accidents se sont produits. En 1945, le physicien Harry Daghlian a accidentellement laissé tomber une brique de tungstène sur un noyau de plutonium, déclenchant une réaction critique. Il a absorbé une dose mortelle de radiation et est décédé quelques semaines plus tard. Le noyau démon, comme on l'appelait, tuerait un autre scientifique, Louis Slotin, quelques mois plus tard, dans un accident étrangement similaire. Chaque pas en avant avait un coût, physiquement, mentalement, moralement. Pendant ce temps, le temps pressait. L'Allemagne avait capitulé, le Japon continuait à se battre et Washington voulait des résultats. Les scientifiques de Los Alamos savaient ce qu'ils fabriquaient, mais pas où ça irait ni qui ça tuerait. À l'intérieur des ateliers, les pièces finales se mettaient en place, boîtiers métalliques, détonateurs de précision, noyaux nucléaires, chaque composant une merveille de science. Ensemble, ils formeraient l'invention la plus meurtrière de l'humanité. La seule chose qui restait maintenant était de la tester. Pas en théorie, pas en simulation, dans le feu, dans le désert, en vrai. Le 16 juillet 1945, à 5h29 précise, le désert du Nouveau-Mexique est devenu le lieu de naissance de l'ère nucléaire. Le test s'appelait Trinity, et c'était la première détonation d'un dispositif nucléaire dans l'histoire de l'humanité. La bombe qu'ils ont testée était une conception à implosion de plutonium, le même type que Fat Man. Elle n'avait jamais été testée auparavant, contrairement à Little Boy, dont les scientifiques pensaient qu'elle fonctionnerait sur la base de principes physiques simples. Le mécanisme d'implosion complexe de Fat Man le rendait imprévisible. Elle pouvait échouer, elle pouvait s'éteindre, ou elle pouvait tout détruire autour d'elle. La tension était à son comble. Oppenheimer, Grove et des centaines de scientifiques se sont rassemblés à des points d'observation à des kilomètres du site de la détonation. Beaucoup portaient des lunettes de soudeur, certains avaient étalé de la crème solaire sur leur visage en espérant que ça les protégerait de la lumière inconnue qui allait naître. D'autres prenaient des paris sur la question de savoir si l'explosion allait enflammer l'atmosphère. Ça a l'air absurde maintenant, mais à l'époque, ils n'en étaient pas sûrs. Au moment exact de la détonation, le désert a explosé avec un éclair plus brillant que le soleil. L'onde de choc a renversé des gens. La chaleur pouvait être ressentie à plus de 10 km. Un nuage atomique s'est élevé à 12 000 mètres dans le ciel. La Terre elle-même a semblé se figer. Un observateur a décrit ça comme étant présent à la naissance du monde. Un autre a dit que c'était comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes. Oppenheimer n'a pas applaudi. Il a chuchoté une phrase de la Bhagavad Gita, « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de monde ». Le test était un succès. Un succès terrifiant et indéniable. Il a confirmé que les États-Unis possédaient désormais une arme qui pouvait anéantir des villes entières en quelques secondes. Mais il a aussi marqué le début d'une profonde remise en question morale. Des photographies ont été prises, des mesures ont été enregistrées. Du sable vitreux, maintenant appelé trinitite, s'est formé au point zéro. Mais ce qui a le plus persisté, ce n'étaient pas les données scientifiques, c'était le silence, la crainte et la conscience obsédante que l'humanité avait franchi un seuil qui ne pourrait jamais être franchi. Les nouvelles du test ont été tenues strictement secrètes. Le président Truman, qui assistait alors à la conférence de Potsdam en Allemagne, a été informé par un message codé, le bébé est né. La guerre faisait toujours rage dans le Pacifique. Le Japon n'avait pas encore capitulé, et maintenant, les États-Unis détenaient le pouvoir d'anéantissement. La question n'était pas de savoir s'ils allaient l'utiliser, mais où et quand. Moins d'un mois après le test Trinity, l'horreur théorique est devenue une réalité. Les États-Unis avaient 2 bombes en état de marche et une décision fatidique à prendre. Le 6 août 1945, un bombardier BE-29 nommé Enola Gay a décollé de l'île de Tinian. Sa charge utile ? Little Boy, la bombe à uranium. La cible ? Hiroshima, une ville d'importance militaire, mais aussi pleine de civils. À 8h15, la bombe a été larguée. 43 secondes plus tard, le ciel a éclaté.
L'explosion a rasé 13 km² de la ville. Les températures ont atteint 7000 degrés Celsius à l'épicentre. Plus de 70 000 personnes sont mortes instantanément, vaporisées ou écrasées. Des incendies ont fait rage. Les survivants, brûlés et aveuglés, ont trébuché dans un paysage cauchemardesque d'acier tordu et de cendres. Dans les semaines qui ont suivi, des dizaines de milliers d'autres sont mortes de maladies dues aux radiations, de blessures et de traumatismes. Le monde n'avait jamais vu une telle destruction. Et pourtant, la guerre continuait. Les dirigeants japonais hésitaient. Certains voulaient la capitulation, d'autres voulaient des conditions. Les États-Unis, interprétant le silence comme une résistance, ont préparé une deuxième frappe. Le 9 août, la bombe au plutonium Fat Man a été chargée sur un autre BE-29, le Boxcar. La cible principale était Kokura, mais la couverture nuageuse a forcé un changement. La bombe a été larguée sur Nagasaki à 11h02. Le terrain de Nagasaki a quelque peu limité l'explosion, mais la destruction était toujours catastrophique. Environ 40 000 personnes sont mortes instantanément. L'explosion a anéanti des usines, des maisons, des temples. Une fois de plus, des milliers d'autres succomberaient dans les jours suivants à des brûlures, à des traumatismes et à des radiations. En quelques heures, le cabinet japonais s'est réuni dans le chaos. L'empereur lui-même, Hirohito, est intervenu pour la première fois de l'histoire. Un empereur japonais s'est adressé directement à son peuple pour annoncer la capitulation sans condition. La guerre était finie. Mais le débat ne faisait que commencer. Les bombes ont-elles mis fin à la guerre ou ont-elles inauguré quelque chose de pire ? Était-elle nécessaire ou une démonstration de force horrible ? Certains scientifiques avaient supplié qu'on fasse une démonstration au lieu d'une frappe sur une ville. Leurs appels ont été ignorés. D'autres, comme le général Grove, n'ont ressenti aucun remords. Le monde était entré dans une nouvelle réalité, une réalité où la paix était imposée par la menace de la destruction absolue. La bombe avait fait son travail militairement. Mais moralement, philosophiquement, spirituellement, ces questions résonneraient pendant des générations. Ce qui était indéniable, c'est que dans 2 éclairs de lumière, le XXe siècle s'était fendu. Il y avait le monde avant la bombe, et tout ce qui venait après. Les nuages atomiques s'étaient à peine dissipés que le monde, et surtout ceux qui y étaient impliqués, commençaient à se débattre avec ce qui venait de se passer. À Los Alamos, les célébrations étaient discrètes. Oui, la bombe avait marché. Oui, la guerre était finie. Mais l'ampleur de la dévastation a stupéfié même ceux qui l'avaient construite. Des photos de corps carbonisés et de villes rasées ont atteint les laboratoires. Les histoires des survivants ont commencé à filtrer. Les scientifiques qui avaient autrefois déversé leur génie dans la fabrication de l'arme fixaient désormais dans un abîme éthique. Beaucoup ont eu l'impression d'avoir libéré quelque chose de bien plus grand qu'ils ne comprenaient. Oppenheimer, en particulier, était anéanti. Lui qui était autrefois le cœur charismatique du projet Manhattan était désormais un homme hanté. Lors d'une réunion avec le président Truman peu après la guerre, il aurait dit « Monsieur le Président, j'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains ». Truman, selon son équipe, était dégoûté. Il a plus tard traité Oppenheimer de scientifique pleurnichard. Mais la crise éthique ne s'est pas limitée à un seul homme. Des scientifiques comme Léo Szilard et James Franck ont fait circuler des pétitions exhortant à la transparence et au contrôle international des armes nucléaires. Ils ont averti que le secret et les arsenaux incontrôlés conduiraient à une course aux armements. Leurs rapports ont été ignorés. Au lieu de cela, les États-Unis ont renforcé le contrôle sur la recherche nucléaire. La Commission de l'énergie atomique a été formée. La guerre froide a commencé à couver et les Soviétiques, déjà au courant du projet Manhattan grâce à un espionnage intensif, se sont lancés dans une course pour construire leurs propres bombes. Pendant ce temps, de nombreux travailleurs du projet Manhattan, en particulier ceux d'Oak Ridge et de Hanford, ont commencé à apprendre, souvent pour la première fois, ce dont ils avaient fait partie. Certains étaient fiers, d'autres étaient horrifiés. Le public aussi était divisé. Les journaux américains se sont réjouis de la fin de la guerre, mais lentement, des images d'Hiroshima et de Nagasaki ont commencé à apparaître. Des questions ont suivi, le Japon aurait-il pu être forcé de se rendre d'une autre manière ? Les 2 bombes étaient-elles nécessaires ? Était-ce la justice ou la vengeance ? Et puis est venue la réalité des survivants des bombardements, les Hibakusha, comme on les a appelés. Ils ont souffert de brûlures, de cancers, de fausses couches et d'une stigmatisation à vie. Les études sur les retombées radioactives ont commencé. Le bilan à long terme n'était pas seulement physique,
il était générationnel, dommage à l'ADN, malformation congénitale, traumatisme psychologique. La guerre était terminée, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Le projet Manhattan avait atteint son objectif, mais avait laissé derrière lui un héritage de tristesse, de secrets et de confusion éthique qui allait définir l'ère nucléaire. La science avait franchi une barrière, mais l'humanité n'avait pas suivi. Alors que la bombe était construite dans des déserts secrets et des laboratoires cachés, elle n'était pas aussi secrète que le gouvernement américain l'espérait. Alors même que l'Amérique célébrait sa nouvelle domination atomique, des fissures dans sa sécurité avaient déjà commencé à s'élargir et des agents soviétiques s'étaient déjà infiltrés. Le projet Manhattan avait été compromis presque depuis le début grâce au réseau d'espionnage soviétique. L'URSS était au courant de la bombe bien avant qu'elle ne soit larguée. Des scientifiques clés, dont Klaus Fuchs, un physicien théoricien travaillant à Los Alamos, transmettaient discrètement des détails sur la conception de l'arme directement à Moscou. Les informations de Fuchs étaient si précises que les ingénieurs soviétiques ont admis plus tard qu'ils avaient utilisé ces données comme modèle lors de la construction de leur propre bombe. Ils n'étaient pas seuls. Julius et Ethel Rosenberg, des civils américains ayant des liens avec le Parti communiste, ont été accusés d'avoir transmis des secrets atomiques aux soviétiques. Leur procès et leur exécution en 1953 ont choqué le pays et sont devenus l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de la guerre froide. Qu'ils aient été des boucs émissaires ou de véritables traîtres reste débattu, mais le message était clair, le génie nucléaire était sorti de sa lampe et n'était plus seulement entre les mains d'un seul pays. L'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique en 1949, seulement 4 ans après Hiroshima. C'était plus rapide que la plupart des responsables américains ne l'avaient prévu. Le monde était désormais un paysage multinucléaire et la course aux armements était officiellement lancée. Le monopole américain sur la destruction ultime avait duré moins d'une demi-décennie. Ce qui a suivi a été un nouveau type de guerre, non pas de balles, mais de jeu du bord du gouffre. Les nations détenaient désormais des armes capables d'anéantir des villes d'un seul coup. La logique du conflit a changé, la victoire ne signifiait plus qui avait le plus de troupes, mais qui pouvait survivre à une première frappe nucléaire ou en livrer une plus meurtrière en retour. De retour aux États-Unis, la paranoïa a grandi, serment de loyauté, vérification des antécédents, audience de la UAC, la peur rouge. Des scientifiques qui avaient autrefois été salués comme des héros nationaux se sont retrouvés accusés, mis sur liste noire et interrogés. Oppenheimer lui-même, le père de la bombe, a été déchu de son habilitation de sécurité lors d'une audience humiliante qui a révélé à quel point le climat politique avait changé. La bombe avait gagné une guerre, mais elle en avait aussi déclenché une nouvelle, plus froide, plus psychologique et infiniment plus dangereuse. Des laboratoires de Los Alamos au goulag de Sibérie, une nouvelle ère avait commencé, une ère où le silence, la suspicion et la surveillance régnaient et où la menace d'une annihilation totale ne serait jamais loin. Le projet Manhattan s'est terminé en 1946, mais son impact jamais. Il a remodelé le monde scientifiquement, militairement, politiquement et moralement. Il a été à bien des égards la naissance de l'ère moderne. D'une part, le projet a marqué une réussite scientifique sans précédent. Il a prouvé que la physique théorique pouvait façonner les événements mondiaux, que la recherche pure pouvait se transformer en puissance brute. Les mêmes principes qui ont fendu les atomes allaient alimenter l'énergie nucléaire, guider l'exploration spatiale et faire progresser la médecine. La physique nucléaire est devenue une pierre angulaire de la science moderne. D'autre part, il a introduit une ombre permanente sur l'humanité. L'invention des armes nucléaires n'a pas seulement mis fin à une guerre, elle a redéfini la paix. Pour la première fois dans l'histoire, les humains avaient créé quelque chose qui pouvait s'anéantir complètement. Cette possibilité terrifiante a plané sur tous les conflits internationaux depuis. Le concept de destruction mutuelle assurée est devenu la colonne vertébrale tordue de la diplomatie de la guerre froide, deux superpuissances armées jusqu'aux dents, enfermées dans une impasse où appuyer sur la gâchette signifiait la fin de la civilisation. Le projet Manhattan a également déclenché une course aux armements mondiales. Les États-Unis, l'Union soviétique, puis la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, officieusement, et plus tard la Corée du Nord ont chacun développé leurs propres bombes. Ce qui avait commencé comme un pari désespéré pour arrêter l'Allemagne nazie est devenu un modèle pour la militarisation mondiale. Et pourtant, malgré toute sa dévastation, la bombe n'a été utilisée à la guerre que 2 fois. Ce seul fait est à la fois glaçant et remarquable. Il suggère un paradoxe, la bombe est l'arme ultime, et son horreur est peut-être la raison même pour laquelle elle n'a pas été utilisée à nouveau. Culturellement, le projet Manhattan a laissé des cicatrices dans le cinéma, la littérature et la philosophie.
Il a forcé une confrontation avec les limites du progrès. La science pouvait-elle exister sans conscience? La connaissance pouvait-elle être séparée de la responsabilité? Des figures comme Oppenheimer restent des icônes de ce dilemme, ni méchants ni héros, juste des humains pris entre le génie et la culpabilité, l'ambition et le regret. En 1965, il a déclaré, d'une certaine manière grossière, qu'aucune vulgarité, aucun humour, aucune exagération ne peut tout à fait effacer, les physiciens ont connu le péché. Aujourd'hui, l'héritage du projet Manhattan survit dans les stocks d'armes, dans les traités de non-prolifération, dans le climat de dissuasion et dans la paix fragile que la peur nucléaire impose. La bombe a mis fin à une guerre mondiale, mais elle a aussi commencé autre chose, une ère permanente et fragile où le sort du monde peut dépendre de la pression d'un bouton. Dans l'ancienne Mésopotamie, ce que vous portiez ne servait pas seulement à couvrir votre corps, il s'agissait de diffuser votre identité. Votre classe, votre occupation, votre sexe et même votre proximité avec les dieux se reflétaient dans vos vêtements. La mode ici était un code complexe et tout le monde, des rois prêtres aux esclaves, était censé le suivre. Les premières civilisations de Sumer, d'Akka, de Babylone et d'Assyrie ont développé des hiérarchies vestimentaires distinctes pour les hommes. Les vêtements allaient des jupes simples en laine ou en lin aux longues robes à franges élaborées. Ces robes étaient des symboles de statut. Plus vous aviez de couches, de plis et de broderies, plus vous étiez perçu comme puissant. La royauté et la noblesse préféraient souvent les manteaux teints avec des pigments coûteux, des rouges profonds, des violets et des indigos extraits de minéraux et de plantes rares. Ces teintures n'étaient pas seulement visuellement frappantes, elles étaient coûteuses à produire, donc les porter criaient la richesse et l'autorité. Les vêtements des femmes n'étaient pas moins symboliques. Les femmes de l'élite portaient des robes finement tissées qui s'enroulaient en diagonale sur le corps et laissaient souvent une épaule nue. Les franges décoratives le long des ourlets étaient un élément récurrent. Les bijoux étaient essentiels. Les colliers en or, les boucles d'oreilles en lapis-lazuli et les perles de cornaline étaient utilisées non seulement pour rehausser la beauté, mais aussi pour signifier la faveur divine ou la lignée aristocratique. Les bracelets de cheville et les ornements de cheveux reflétaient à la fois les croyances spirituelles et le statut marital. Même les coiffures étaient stratégiques. Les hommes mésopotamiens étaient fiers de leur barbe, qui était bouclée, huilée et parfois crêpée en motifs complexes. La barbe n'était pas seulement un poil facial, c'était un insigne de masculinité et de sagesse. Les femmes, quant à elles, coiffaient leurs cheveux en chignon, en tresses et en rouleaux élaborés. Les perruques étaient portées par les deux sexes lors d'occasions cérémonielles ou par les classes supérieures pour montrer leur raffinement. Les parfums et les cosmétiques ajoutaient la touche finale. Les huiles parfumées à la myrrhe ou au cèdre étaient couramment utilisées pour oindre la peau. Le maquillage des yeux, souvent du kohl, était appliqué non seulement pour la beauté, mais aussi pour la protection contre les mauvais esprits et l'éblouissement du soleil. Et n'oublions pas les chaussures, ou leur absence. La plupart des Mésopotamiens allaient pieds nus, mais les élites portaient parfois des sandales en cuir ou même en argent, uniquement pour la cérémonie. En Mésopotamie, la mode n'était pas frivole, elle était profondément fonctionnelle, symbolique et appliquée par les institutions religieuses et politiques. Ce que vous portiez pouvait vous élever ou vous condamner. Même il y a 5000 ans, les gens savaient que les apparences n'étaient pas seulement superficielles, elles étaient le destin. Dans l'Égypte ancienne, la mode avait une fonction divine. Ce que vous portiez ne signalait pas seulement la richesse ou le goût, cela reflétait votre connexion avec les dieux. Les vêtements étaient synonymes de pureté, de pouvoir et de style éternel, et dans un pays où la vie et la mort étaient étroitement liés, votre garde-robe devait convenir à ce monde et à l'autre. Le lin était roi. Dérivé du lin, c'était le tissu principal pour tous les Égyptiens, doux, léger et parfait pour la chaleur du désert. Mais tous les lins n'étaient pas égaux. La classe supérieure portait du lin finement tissé, presque transparent, qui collait au corps en plis élégants. Les pharaons et la noblesse portaient des kilts et des robes plissées avec des ceintures ornées, souvent amidonnées et façonnées pour un effet dramatique. Plus le lin était blanc et fin, plus il symbolisait la pureté et la faveur des dieux. Pour les femmes, la mode était à la fois sensuelle et symbolique. Les femmes de l'élite portaient des robes fourreaux appelées kalaziri qui étaient moulantes et souvent soutenues par des bretelles. Ces robes laissaient peu de place à l'imagination, mais dans la culture égyptienne, la beauté et la fertilité étaient des vertus divines. Les vêtements étaient conçus pour mettre en valeur la forme naturelle. La modestie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'était pas le but. L'harmonie et l'esthétique sacrée l'étaient. Les bijoux étaient plus que des ornements, c'était une armure spirituelle. Les amulettes en forme de scarabée, d'Ankh et dieu d'Horus étaient courantes. L'or était le métal préféré des dieux,
considérés comme incorruptibles. Les colliers comme le large collier ou ouzek étaient portés par les deux sexes et recouverts de pierres précieuses, de turquoise, de lapis-lazuli et de cornaline. Ce n'était pas seulement joli, cela offrait une protection et la faveur du divin. Les perruques étaient un choix de mode quotidien pour les élites. Alors que la plupart des Égyptiens se rasaient la tête pour l'hygiène et pour se protéger des poux, les perruques faites de cheveux humains ou de fibres végétales signalaient le rang et la beauté. Certaines étaient énormes, finement tressées et parfumées avec des cônes de cire parfumée qui fondaient à la chaleur, libérant un parfum tout au long de la journée. Le maquillage était essentiel. Le col pour les yeux n'était pas seulement élégant, il protégeait les yeux de l'éblouissement du soleil et on pensait qu'il éloignait les mauvais esprits. Les hommes et les femmes portaient du fard à paupières vert malachite et du rouge à lèvres ocre rouge. Être beau était une affaire sérieuse car les dieux observaient toujours. Des ouvriers des pyramides aux prêtres en passant par les reines, ce que vous portiez en Égypte n'était pas seulement un choix de mode, c'était une déclaration sacrée sur votre statut, votre âme et votre voyage dans l'éternité. À première vue, la mode grecque antique peut sembler simple, des tissus fluides, des coutures minimales et des lignes épurées. Mais regardez de plus près et vous verrez un monde codé avec l'identité, le statut et les valeurs civiques. En Grèce, en particulier pendant la période classique, la mode ne concernait pas l'extravagance, mais l'ordre, la proportion et la philosophie. Littéralement. Les vêtements grecs étaient généralement faits de morceaux rectangulaires de laine ou de lin artistiquement drapés et épinglés plutôt que coupés ou taillés. La tenue la plus emblématique était le chiton, une tunique attachée aux épaules et ceinturée à la taille. Les chitons des hommes étaient généralement à hauteur de genoux, tandis que ceux des femmes atteignaient les chevilles. Mais même cette longueur était un message. Les longs chitons sur les hommes signalaient la jeunesse ou la prêtrise, tandis que les courts signifiaient l'athlétisme, le travail ou la vie militaire. Par-dessus le chiton, les deux sexes pouvaient porter un himation, un grand manteau drapé sur une épaule. Les philosophes le portaient, de manière célèbre, étroitement enroulé, créant un look digne et sévère qui reflétait leurs idéaux stoïciens. L'himation est devenue une publicité silencieuse pour l'intellect et la vertu civique. Les femmes portaient également le péplos, un vêtement de laine plus lourd replié sur le dessus, créant une double couche sur le torse. Ce pli, appelé l'apoptygma, était à la fois décoratif et symbolique. Il mettait en valeur la modestie et la féminité, des idéaux prisés dans la société athénienne. La façon dont une femme portait son péplos pouvait signaler son statut marital, son deuil ou même son alignement avec les fêtes religieuses. La couleur jouait un rôle subtil mais important. Le blanc était associé à la pureté et à la cérémonie. Les vêtements sombres étaient portés pendant le deuil. Le jaune safran et les violets riches, bien que rares et coûteux, apparaissaient lors de rituels spéciaux ou dans les foyers d'élite. Les motifs étaient minimes, mais des bordures géométriques et des broderies le long de l'ourlet ou de l'encolure ajoutaient du poids visuel et une distinction sociale. Les cheveux et les accessoires étaient soigneusement sélectionnés. Les hommes gardaient souvent leurs cheveux courts, tandis que les coiffures des femmes variaient considérablement. Les tresses, les chignons et les boucles avaient tous leur saison. Les bijoux étaient élégants mais sobres, des boucles d'oreilles en or, des épingles à cheveux complexes et des bracelets en forme de serpent ou de feuille. Les chaussures étaient facultatives. De nombreux Grecs allaient pieds nus à la maison ou lors d'événements rituels. Quand ils portaient des chaussures, il s'agissait généralement de sandales en cuir simple ou de bottes souples. La forme rencontrait la fonction. La mode grecque était l'élégance par la discipline. Dans une société obsédée par l'équilibre et la vertu, le drapé d'une tunique ou le nœud d'une ceinture n'était pas seulement esthétique, c'était le reflet de la façon dont on vivait, pensait et contribuait à la polis. Si les Grecs utilisaient la mode pour exprimer des idéaux, les Romains l'utilisaient pour afficher la domination. Les vêtements romains étaient audacieux, réglementés et hautement symboliques, conçus pour refléter la hiérarchie sociale stricte de l'Empire et son amour pour le spectacle et le contrôle. Ce que vous portiez à Rome n'était pas seulement un choix personnel, c'était souvent une obligation légale. Le vêtement romain le plus emblématique était la toge, et ce n'était pas pour le confort. Réservé aux citoyens romains de sexe masculin uniquement, en particulier l'élite, la toge était un massif tissu de laine semi-circulaire drapé de manière complexe sur le corps. Il fallait de la pratique ou un esclave personnel pour la porter correctement. La couleur, la taille et la bande décorative de votre toge signalaient immédiatement votre statut. Une toga virili, simple et blanche, était portée par les citoyens mâles adultes. Une toga praetexta, avec une bordure violette, était destinée aux magistrats et aux garçons de haut rang. La toga picta entièrement violette, ornée d'or, était réservée aux généraux lors des processions triomphales et finalement aux empereurs.
porteur la mauvaise toge pouvait entraîner une disgrâce publique, voire pire. En dessous, les hommes portaient une tunique, un vêtement plus simple à hauteur de genoux, ceinturé à la taille. Les esclaves portaient des tuniques rugueuses non teintes. Les affranchis pouvaient porter des versions rayées pour distinguer leur statut nouveau, quoique limité. Les sénateurs avaient une bande violette appelée latus clavus sur le devant. La mode à Rome ne concernait pas l'individualisme, il s'agissait de connaître votre place. Les femmes romaines, quant à elles, portaient la stola, une longue robe fluide, souvent associée à la palla, un châle qui pouvait couvrir la tête en public. Les matrones respectables portaient des longues robes comme une marque de leur chasteté et de leur vertu. Les prostituées, en revanche, avaient l'interdiction de les porter, une véritable division de la mode entre la dignité et le déshonneur. Les bijoux étaient abondants, en particulier chez les femmes. Les bagues, les colliers, les broches en fibule et les boucles d'oreilles n'étaient pas seulement des décorations, c'étaient des devises, des marqueurs de statut et des cadeaux politiques. Les femmes riches portaient des coiffures élaborées, souvent empilées avec des boucles, des tresses et des épingles, une mode qui nécessitait à la fois un miroir et plusieurs serviteurs. Les chaussures allaient des sandales simples aux bottes en cuir teintes en rouge, vert ou noir. Les sénateurs avaient même leur propre style de chaussures, les calceilles, marqués par une finition en cuir noir et des lacets à la cheville. À Rome, les vêtements étaient la loi, l'art et la propagande réunis en un seul. Être habillé convenablement, c'était incarner les valeurs de Rome, discipline, hiérarchie, conquête et fierté civique. Une toge n'était pas seulement un tissu, c'était la République romaine drapée dans de la laine. Dans l'Empire perse achéménide, la mode n'était rien de moins qu'un théâtre royal. De Darius le Grand à Xerxès, les dirigeants perses s'habillaient non seulement pour impressionner, mais aussi pour intimider. Voir un noble perse entrer dans une pièce, c'était assister à un coffre à bijoux humains scintillant de soie brodée, d'ornements en or et d'iconographie divine. Les vêtements ici étaient synonymes de pouvoir, mais aussi de cosmologie. Contrairement aux Grecs, plus minimalistes, les Perses embrassaient les couleurs vives et les textures luxueuses. La soie, qui atteignait la Perse par les premières routes commerciales, était réservée à l'élite. La broderie était essentielle. Les tuniques et les robes étaient abondamment décorées de fils d'or, de motifs d'animaux mythiques et de motifs élaborés symbolisant la fertilité, la protection et la faveur divine. Plus votre vêtement était détaillé, plus votre position était élevée et plus votre aura était proche du roi. Les hommes portaient généralement des tuniques à manches longues avec des pantalons en dessous. Novateur pour l'époque, contrairement à d'autres sociétés anciennes où les robes dominaient, les Perses ont adopté des pantalons ajustés à la fois pour des raisons pratiques et de mode. C'était révolutionnaire et cela influencera plus tard les vêtements grecs, romains et même médiévaux. Une large ceinture ornée ceinturait souvent la tunique à la taille, tandis que des manteaux superposés drapés sur les épaules ajoutaient du poids et du formalisme. La mode féminine était tout aussi raffinée, bien que plus modeste par sa conception. Les longues robes avec des corsages ajustés et plusieurs couches de tissu étaient courantes, ainsi que les manches larges et les voiles. Les bijoux étaient abondants, des colliers en or, des bracelets en pierres précieuses et des bagues finement sculptées. Les parfums et les cosmétiques étaient également très présents. Les femmes portaient du rouge, du khôl pour les yeux et des huiles parfumées stockées dans d'élégants pots en albâtre. Les coiffures étaient essentielles. La tiare ou kari, une haute coiffe pointue souvent décorée de perles ou de broderies, était la signature de la royauté perse. Même les courtisans de rang inférieur portaient des bonnets brodés ou des turbans en signe d'affiliation et de loyauté envers le roi. Plus votre coiffure était élaborée, plus vous étiez proche du trône. Les couleurs avaient aussi une signification. Les bleus profonds et les violets étaient réservés à la royauté et à la haute noblesse. Le blanc représentait la pureté et était souvent porté par les prêtres lors des rituels sacrés. Le rouge et l'or étaient des symboles du feu, l'élément sacré du zoroastrisme, la foi dominante de la Perse. La mode perse n'était jamais accidentelle. Chaque pli, chaque joyau, chaque griffon ou lion cousu portait un message. Le cosmos est ordonné, le roi est divin et vous, en fonction de vos vêtements, feriez mieux de connaître votre place. Dans l'Inde ancienne, la mode était une forme d'art intimement liée à la religion, au climat et à l'équilibre cosmique. De la période védique aux empires Maurya et Gupta, les vêtements indiens reflétaient une vision philosophique profonde du monde où la texture, la couleur et le drapé n'étaient pas seulement esthétiques, mais sacrés. La pierre angulaire de la mode indienne ancienne était le tissu non cousu. Au lieu de tailleurs, les vêtements étaient enroulés, pliés et drapés dans une variété de styles régionaux et symboliques. Ce n'était pas un raccourci, c'était un principe. Dans la croyance hindoue,
la couture était parfois considérée comme impure pour les vêtements rituels, donc les tissus fluides sont devenus la toile de l'expression de soi et de l'identité spirituelle. Pour les hommes, le vêtement le plus courant était le dhoti, un morceau de tissu rectangulaire, souvent blanc ou safran, enroulé autour de la taille et noué. Il pouvait être formel ou décontracté, et le style de pliage différait selon la région et la caste. Les prêtres, par exemple, le portaient dans des plis rituels spécifiques qui s'alignaient sur les cérémonies religieuses. Les femmes portaient le sari, toujours célèbre aujourd'hui, mais dans les temps anciens, il avait un aspect assez différent. Il s'agissait généralement d'une seule pièce de tissu mesurant jusqu'à 9 mètres de long, enroulée autour de la taille, avec une extrémité, le palu, drapé sur l'épaule ou la tête. Il laissait le ventre nu, non pas comme une déclaration de mode, mais comme un geste de fertilité et d'ouverture cosmique. Dans de nombreux temples, les déesses étaient ornées exactement de cette façon, reflétant la féminité sacrée du pays. Le choli, le chemisier porté sous le sari, est apparu plus tard dans l'histoire. Dans les périodes antérieures, les couvertures du haut du corps variaient considérablement en fonction des normes sociales et du climat. Dans certaines régions, en particulier dans le sud de l'Inde, les femmes portaient le sari sans chemisier du tout, tandis que dans les régions plus froides, des châles et des voiles étaient ajoutés. Les textiles étaient la fierté de l'Inde. Le coton y a été cultivé pour la première fois, et les tisserands indiens ont maîtrisé des techniques comme l'impression au bloc, la teinture par réserve et le filage fin. La mousseline du Bengale était si délicate qu'on l'appelait air tissé. La soie aussi était un aliment de base des vêtements royaux et sacrés, en particulier dans les traditions bouddhistes et jaïnes. Les bijoux étaient portés par toutes les classes. Colliers, bracelets de cheville, anneaux de nez, chaque pièce avait une signification astrologique, spirituelle ou maritale. Même les enfants portaient des talismans pour conjurer le mal. Dans l'Inde ancienne, la mode n'était pas liée à des tendances en constante évolution, c'était une philosophie vivante, douce, non cousue, chargée de sens et toujours à l'écoute du divin. Dans la Chine ancienne, la mode était bien plus qu'une décoration, c'était un système vivant d'éthique, de cosmologie et d'ordre impérial. Que ce soit pendant les dynasties Shang, Zhou Han, ce que vous portiez était le reflet de votre rôle social, de votre harmonie avec l'univers et de votre relation avec l'empereur. Le vêtement le plus emblématique de l'histoire chinoise ancienne était le hanfu, une robe fluide avec des manches larges, un col croisé et une ceinture à la taille. Ce n'était pas seulement un aliment de base de la mode, c'était une incarnation visuelle des idéaux confucéens. La modestie, la structure et le respect de la hiérarchie étaient cousus dans chaque pli. Les hommes et les femmes portaient du hanfu, mais les détails, la couleur, le tissu, la garniture et la longueur différaient considérablement en fonction de la classe, de l'âge et de l'occasion. Les couleurs étaient strictement réglementées. Sous la dynastie Zhou, des codes de couleurs ont été établis pour s'aligner sur la philosophie des 5 éléments, jaune pour le centre de la terre, rouge pour le sud du feu, bleu-vert pour l'est du bois, blanc pour l'ouest du métal et noir pour le nord de l'eau. Le jaune était particulièrement sacré, réservé à l'empereur seul. Le porteur en tant que roturier était une insulte directe au trône. La superposition était essentielle. Les nobles et les érudits portaient plusieurs robes les unes sur les autres, non seulement pour la chaleur ou la beauté, mais comme symbole de raffinement. Plus il y avait de couches, plus votre rang était élevé. Les paysans, en revanche, portaient des tuniques simples en chanvre ou en laine grossière, ceinturées à la taille, avec des pantalons ou des jambières. La soie était strictement le domaine de la classe supérieure, jusqu'à ce que sa production se développe des siècles plus tard. La tenue des femmes variait, mais reflétait généralement la silhouette du hanfu avec des ceintures ajoutées, des jupes fluides et des épingles à cheveux élaborés. Les cheveux étaient toujours coiffés avec soin, longs et épinglés, souvent avec des peignes en jade, des ornements en or ou des motifs floraux. Plus la coiffure était haute et complexe, plus le raffinement était grand. Les cheveux laissés lâches en public étaient considérés comme inappropriés pour les femmes après l'enfance. Les accessoires étaient chargés de sens. Le jade, en particulier, était considéré comme la pierre de l'immortalité et de la vertu. Les pendentifs sculptés avec des dragons, des phénix ou des nuages symbolisaient les bénédictions et la force morale. Même les chaussures avaient des codes. Les pointes pointues ou les semelles surélevées distinguaient les raffinés des rustiques. Dans la Chine ancienne, la mode était l'harmonie sous forme de tissu. Elle reflétait l'ordre naturel, exprimait la dignité humaine et maintenait l'échafaudage invisible de l'Empire. S'habiller correctement n'était pas seulement courtois, c'était un devoir civique et spirituel. Pour les Romains, la mode des tribus celtes et germaniques était sauvage, impraticable et sauvage.
Mais pour les gens qui la portaient, leurs vêtements n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient incroyablement expressifs. Les vêtements tribaux reflétaient la culture guerrière, la parenté, les croyances spirituelles et un amour de l'identité audacieuse. Là où la mode méditerranéenne mettait l'accent sur l'ordre et la hiérarchie, les soi-disant barbares se penchaient sur l'individualité et le panache. Commençons par les Celtes, répartis à travers la Gaule, les îles britanniques et certaines parties de l'Europe centrale. Les hommes et les femmes celtes portaient des vêtements de laine aux couleurs vives, souvent teints avec des pigments naturels provenant de plantes et de minéraux. Les motifs étaient très importants. Les carreaux et les chéquiers n'étaient pas seulement décoratifs, c'étaient des identifiants tribaux. Chaque région ou clan avait son style préféré, des siècles avant que le système de tartan écossais ne se développe. Les hommes portaient généralement des tuniques à manches longues ceinturées à la taille avec des pantalons, appelés bracailles, une rupture radicale avec les tenues à base de robes de Rome ou de Grèce. Ces pantalons étaient chauds, flexibles et idéaux pour l'équitation et le combat. Les guerriers allaient souvent torse nu au combat, couverts de tatouages ou de peintures de guerre bleues faites à partir de Woad, un clin d'œil à la fois à l'intimidation et aux rituels sacrés. Les femmes celtes portaient des robes ou des jupes superposées avec des châles ou des manteaux attachés par des broches élaborées appelées fibulées. Les bijoux étaient portés en abondance, des colliers épais appelés torques, des bracelets, des boucles d'oreilles en spirale et des perles d'ambre. Ces objets n'étaient pas seulement pour le spectacle, ils marquaient la richesse, le rôle tribal et parfois même la protection mystique. Les cheveux étaient une autre déclaration. Les hommes et les femmes tressaient ou enroulaient leurs cheveux, parfois en les blanchissant avec de la chaux pour un effet dramatique. Les longues moustaches stylées et les barbes étaient privilégiées par les hommes, en particulier chez les guerriers et les chefs. Pendant ce temps, les tribus germaniques, des Goths aux Saxons, avaient des stratégies vestimentaires similaires. Les tuniques, les manteaux de laine et les fourrures superposées dominaient leur garde-robe. Les peaux d'animaux, souvent portés comme des capes ou garnis de dents et de griffes, étaient à la fois des symboles de statut et des talismans. Le travail du métal sur les ceintures, les fermoirs et les armes présentaient souvent des motifs de loup, de sanglier et d'aigle, des créatures considérées comme détenant un pouvoir spirituel. Bien que rejetées comme non civilisées par les historiens romains, ces modes tribales étaient profondément significatives. Elles mettaient l'accent sur la mobilité, l'identité et une connexion spirituelle à la terre et aux ancêtres. Dans un monde de migration constante et de guerre, ce que vous portiez était votre drapeau, votre bouclier et votre mythologie cousue dans la laine, le cuir et l'os. Au moment où l'Empire romain a évolué vers l'Empire byzantin, la mode était devenue quelque chose de tout à fait différent, une fusion de l'autorité romaine, du luxe oriental et du symbolisme chrétien. À Byzance, les vêtements n'étaient pas seulement synonymes de statut ou de richesse, c'était un langage sacré. Chaque fil, chaque bijou, chaque icône brodée faisait partie d'une performance divine et politique. La cour byzantine était obsédée par les vêtements de cérémonie. L'empereur, considéré comme le représentant de Dieu sur terre, portait des vêtements si complexes et si richement ornés qu'il frisait le théâtral. Ces robes, connues sous le nom de loro, étaient de longues bandes cloutées de bijoux enroulés de manière élaborée autour du corps. Le fil d'or était courant. Les perles, les saphirs et les grenats étaient cousus directement dans le tissu. Voir l'empereur, c'était contempler une icône vivante. La couleur était strictement réglementée. Le violet, teint à partir de l'escargot rare murex, était le droit exclusif de la famille impériale. Toute autre personne surprise à le porteur pouvait être confrontée à de graves sanctions. Même de petits accents de violet sur les robes ou les chaussures indiquaient une connexion avec le trône. Les sénateurs, le clergé et les généraux avaient leur propre code de couleurs et des tenues uniformes pour les cérémonies. La mode byzantine était superposée et modeste. Les hommes et les femmes portaient des tuniques appelées dalmatica, avec des manches larges et des bandes brodées connues sous le nom de clavis courant verticalement sur le devant. Par-dessus, ils portaient des manteaux comme la chlamyde, attachés avec des broches ornées, souvent en forme de croix ou de colombe. Ces couches n'étaient pas seulement pratiques, elles reflétaient les valeurs religieuses d'humilité et de décence. La mode féminine à Byzance était à la fois opulente et dévote. Les femmes de l'élite portaient des robes à manches longues avec des poignets serrés, des tissus de soie fortement imprimés et des coiffures élaborées. Les voiles et les couronnes signalaient à la fois la piété et le pouvoir. Les bijoux étaient abondants, des boucles d'oreilles lourdes, des colliers à plusieurs rangs et des ceintures dorées ornées d'icônes religieuses et de saints. Même leurs chaussures étaient brodées. Le christianisme influençait tout. Les croix, les anges et les inscriptions sacrées apparaissaient sur les ceintures, les épingles et les bordures des vêtements. Les églises étaient remplies de mosaïques représentant des saints et des rois dans des robes éblouissantes,
une véritable mode immortalisée dans l'art. Même en dehors du palais, la mode imitait la hiérarchie. Les marchands, les érudits, les moines et les serviteurs avaient tous des styles vestimentaires clairement définis. Vous ne vous habillez pas seulement pour la météo, vous vous habillez pour votre rôle dans l'ordre de Dieu. À Byzance, la mode n'était pas un choix, c'était le destin, sanctifié par les Écritures et cousu dans la soie. Votre robe n'était pas seulement un vêtement, c'était votre évangile. Avant l'invention des lunettes, une mauvaise vue était une condamnation à vie, souvent avec de graves conséquences. Si vous étiez myope, la lecture ou l'artisanat fin devenait presque impossible. Si vous étiez hypermétrope, la couture, la sculpture ou la copie de manuscrits était une lutte quotidienne. Et pourtant, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas de solution, juste une résignation silencieuse. Les civilisations anciennes reconnaissaient les problèmes de vision, mais elles n'avaient pas les moyens de les corriger. La première référence écrite à une déficience visuelle provient de l'Égypte ancienne. Des papyrus médicaux datant d'aussi loin que 1500 AEC décrivent des symptômes qui ressemblent beaucoup à la presbytie, une hypermétropie liée à l'âge. Mais le traitement était en grande partie magique ou à base de plantes. Il n'y a aucune preuve de dispositifs optiques. Les Grecs et les Romains aussi comprenaient que la vue pouvait décliner avec l'âge. Sénèque le Jeune, au 1er siècle de notre ère, aurait utilisé un globe de verre rempli d'eau pour grossir le texte. Cela fonctionnait comme une loupe grossière, mais ce n'était pas portable. Les premières véritables lentilles grossissantes sont venues de l'âge d'or islamique. Des érudits de Bagdad et du Caire expérimentaient l'optique dès le IXe siècle. Le mathématicien Al-Hazen, également connu sous le nom d'Ibn al-Haytham, a écrit le livre d'optique au XIe siècle, jetant les bases de la science de la vision. Il a décrit comment la lumière entre dans l'œil et comment les lentilles pourraient la courber. Mais encore une fois, il n'y a aucune trace de lentilles portables. Au lieu de cela, les lecteurs anciens et médiévaux utilisaient ce qu'on appelait des pierres de lecture, des hémisphères de verre ou de cristal poli placés directement sur le texte pour l'agrandir. Ces outils remontent à environ le Xe ou le XIe siècle en Europe et au Moyen-Orient. Ils étaient utiles, mais maladroits. Vous deviez les appuyer contre la page et ils n'aidaient qu'avec une seule ligne à la fois. La véritable révolution est survenue à la fin du XIIIe siècle dans le nord de l'Italie, probablement dans les centres artisanaux de Pise ou de Venise. C'est là que les artisans ont commencé à produire les premières lunettes portables, transformant les lentilles grossissantes d'outils stationnaires en quelque chose de portable et de transformateur. Ces premières lunettes n'étaient pas élégantes, mais elles étaient révolutionnaires. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une vue défaillante ne signifiait pas la fin de la carrière d'un érudit ou d'un artisan. Les premières lunettes étaient des lentilles convexes conçues pour aider à lutter contre la presbytie, une hypermétropie liée à l'âge qui rend difficile la vision, difficile de lire de près. Ce n'était pas une production de masse. Chaque paire était fabriquée à la main par des verriers qualifiés et montée dans des montures simples en bois, en os, en cuir ou en métal. Il n'y avait pas de branches. Ces lentilles étaient équilibrées sur le nez ou pincées ensemble, parfois tenues à la main. La première référence écrite date de 1306, lorsqu'un frère dominicain nommé Gordano da Pisa a déclaré à sa congrégation qu'il n'y avait pas encore 20 ans que l'art de fabriquer des lunettes avait été découvert, de sorte qu'on puisse lire et faire du travail fin. Cela situe l'invention aux environs des années 1280. Les verriers vénitiens, déjà maîtres du cristal fin, ont joué un rôle clé. Leur travail à Murano, une île dédiée à la verrerie, a conduit à des lentilles plus claires et plus uniformes. Il n'a pas fallu longtemps pour que les lunettes deviennent un outil discret mais vital pour les moines copistes et les érudits vieillissants. Ces premières lunettes n'étaient pas personnalisées. Il n'y avait pas d'examen de la vue. Les acheteurs testaient simplement les lentilles pour voir laquelle les aidait le plus. Le concept de myopie n'était pas encore pleinement compris, de sorte que les lentilles pour la vision de loin n'apparaîtraient que quelques siècles plus tard. Pourtant, l'impact culturel a été énorme. Dans une société qui valorisait l'alphabétisation, l'apprentissage et l'érudition religieuse, les lunettes ont donné aux personnes âgées une seconde vie. Les moines pouvaient continuer à copier des textes, les médecins pouvaient lire des schémas anatomiques, les artistes pouvaient continuer à peindre des détails complexes. Vieillir ne signifiait plus sombrer dans l'inutilité. L'invention s'est rapidement répandue à travers l'Europe, principalement parmi le clergé et l'élite instruite. Les lunettes étaient chères et l'analphabétisme était encore répandu, de sorte que leur utilisation était limitée. Mais la nouvelle de leur utilité s'est rapidement répandue. Au début du XIVe siècle, les lunettes avaient atteint l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Un outil simple, 2 lentilles dans une monture,
avait changé le cours de la productivité humaine. Pour la première fois, la perte de vision n'était pas un chapitre final, c'était un problème avec une solution. Au fur et à mesure que les XIVe et XVe siècles défilaient, les lunettes sont sorties des monastères et se sont retrouvées entre les mains agitées de la classe moyenne européenne en pleine croissance. L'invention des lunettes a coïncidé avec l'essor de l'alphabétisation, du commerce et de la vie urbaine. Avec cela, les lunettes ont évolué d'outils obscurs pour érudits à des biens commerciaux de tous les jours, accessibles, portables et de plus en plus pratiques. Grâce à l'essor des villes et des corporations, de plus en plus de personnes apprenaient à lire. Les marchands, les artisans et les bureaucrates, entre autres. La lecture de contrats, de registres et d'inventaires exigeait une bonne vision de près. La presbytie, toujours le problème visuel le plus courant traité par les lunettes, ne mettait plus à l'écart les professionnels plus âgés. Dans un monde axé sur l'écriture et les mathématiques, les lunettes sont devenues un partenaire silencieux de l'expansion économique. Au XVe siècle, les lunettes étaient vendues par des colporteurs, des apothicaires et même des vendeurs de rue. Il s'agissait de modèles rudimentaires, de simples lentilles convexes montées dans des montures en fil de fer ou en corne, maintenues en place en pinçant le nez ou en attachant des cordons autour de la tête. Ce n'était pas confortable, mais ça marchait. Pour beaucoup, c'était la première fois que leur monde devenait clair depuis des décennies. En 1450, l'imprimerie de Johannes Gutenberg a tout changé. Soudain, les livres pouvaient être produits par centaines, puis par milliers. Alors que les imprimés inondaient l'Europe, la demande de lunettes a monté en flèche. Les taux d'alphabétisation ont progressivement augmenté, et avec eux le besoin de correction de la vision. Les lunettes sont devenues plus qu'une aide scolaire, elles sont devenues des outils pour la nouvelle ère de l'information. La fabrication de lunettes a commencé à se spécialiser. À Nuremberg, en Allemagne, les fabricants de lunettes ont formé l'une des premières corporations dédiées. À la fin du XVe siècle, Venise et Florence sont également devenus des centres de production de lentilles, combinant les progrès de la clarté du verre avec l'artisanat dans la fabrication de montures. Ces premiers opticiens ne faisaient pas d'examen de la vue, mais ils ont développé une gamme de lentilles avec des forces différentes. Les acheteurs essayaient simplement les lentilles sur les étals du marché pour trouver celles qui convenaient à leurs besoins. Le rôle des lunettes dans la perception sociale a également commencé à changer. Au début, les lunettes étaient un symbole d'apprentissage et d'âge. Les peintures de la Renaissance représentaient souvent des saints, des érudits ou des apôtres portant des lunettes, un emblème de sagesse et de concentration spirituelle. Mais à mesure que la classe moyenne les adoptait, les lunettes sont également devenues un signe d'alphabétisation, de professionnalisme et de savoir-faire commercial. Les lunettes n'étaient plus des curiosités d'élite, elles devenaient quelque chose de plus radical, utile, répandu et essentiel. Le XVIIe siècle a apporté un changement radical dans la façon dont les gens comprenaient la vision. Il ne s'agissait plus seulement d'aspects pratiques, il s'agissait de physique. C'était l'ère de Galilée, Kepler et Newton, des hommes qui non seulement contemplaient les étoiles, mais qui ont également percé la science derrière le fonctionnement de la lumière et des lentilles. Leurs découvertes ont changé à jamais l'astronomie et l'optique, faisant passer les lunettes d'instruments populaires à instruments scientifiques. L'œuvre de Johannes Kepler Astronomia par Optica en 1604 a jeté les bases de l'optique moderne. Il a été le premier à expliquer comment les lentilles convexes et concaves corrigeaient la vision, en différenciant pour la première fois la myopie et l'hypermétropie. Les lentilles de lunettes pouvaient être comprises en termes de réfraction précise de la lumière, et non plus seulement par tâtonnement. Pendant ce temps, Galilée a utilisé des lentilles modifiées pour construire le premier télescope pratique. D'autres ont appliqué des méthodes similaires au microscope. Ces développements ont transformé d'humbles lentilles de lecture en outils pour explorer l'univers et l'invisible. Le même verre qui aidait quelqu'un à lire un livre aidait maintenant les humains à lire les étoiles et les cellules. Cette nouvelle compréhension de l'optique a influencé les fabricants de lunettes. Avec des connaissances croissantes sur les longueurs focales et la courbure des lentilles, les opticiens ont commencé à fabriquer des lentilles correctrices plus précises. La profession a commencé à se professionnaliser. Les fabricants de lunettes à Londres, Paris et Amsterdam ont commencé à se qualifier d'opticiens, un terme enraciné dans la science et pas seulement dans le commerce. Les montures de lunettes ont également connu des améliorations subtiles. Bien que beaucoup soient encore maladroites et pincées sur le nez, certaines ont commencé à inclure des coussinets en cuir pour le nez, des charnières rivetées ou des petits manches connus sous le nom de branches, première tentative pour ancrer les lunettes plus solidement. En Chine, des lunettes avec des cordons de soie bouclés attachés autour des oreilles étaient déjà utilisées et les Européens ont lentement adopté des innovations similaires.
Un autre saut majeur, les lentilles concaves pour la myopie sont devenues plus courantes. Auparavant, la plupart des lunettes n'aidaient que les personnes hypermétropes. Mais à mesure que la compréhension des troubles de la vision s'est développée, la gamme d'options correctrices s'est également élargie. Pour la première fois, un jeune myope pouvait porter des lunettes pour voir clairement à distance, élargissant l'utilisation des lunettes au-delà des personnes âgées et des érudits. À la fin des années 1600, les lunettes étaient entrées dans une nouvelle ère. Elles n'étaient plus seulement fonctionnelles, elles étaient la preuve d'une pensée éclairée, ancrée dans la physique, motivée par la curiosité et façonnée par une alphabétisation croissante. Les lunettes se tenaient à l'intersection de l'utilité et de la découverte. À partir de maintenant, améliorer la vue serait une question de science, et pas seulement de chance. Au XVIIIe siècle, les lunettes étaient non seulement devenues plus accessibles, mais elles avaient également commencé à devenir à la mode. Ne se limitant plus aux bureaux des érudits ou aux boîtes à outils des commerçants, les lunettes ont trouvé leur chemin dans les salons, les cours et les cafés. Les Lumières, avec leur emphase sur la raison et le raffinement, ont donné naissance à un monde où l'intellect était tendance, tout comme les outils qui le symbolisaient. La conception des montures a commencé à s'améliorer considérablement. Fini les engins maladroits du Moyen Âge. À leur place sont apparues les lunettes à tempe, des lunettes avec des bras qui s'étendaient sur les oreilles, similaires à ce que nous portons aujourd'hui. Inventées vers les années 1720, ces bras rendaient les lunettes beaucoup plus stables et confortables, surtout pour une utilisation quotidienne. Ils étaient parfois articulés, parfois faits de fils flexibles et souvent enveloppés de soie ou de ruban pour un éclat supplémentaire. Les matériaux se sont diversifiés. Les montures ont été fabriquées à partir d'écailles de tortue, de cornes, d'argent et même d'or. L'élite pouvait commander des lunettes sur mesure avec des gravures ou des accents de bijoux. Bien que la fonction restait importante, la forme rattrapait rapidement son retard. Les personnalités publiques ont aidé à normaliser les lunettes. Benjamin Franklin, peut-être l'homme le plus célèbre portant des lunettes de l'époque, les a non seulement portées, mais les a révolutionnées. Dans les années 1780, il a inventé les bifocales, coupant deux lentilles différentes en deux et les combinant en une seule monture afin de ne pas avoir à basculer entre les lunettes de lecture et les lunettes de distance. C'était une innovation pratique avec un impact durable. Dans le même temps, les lunettes portables sont devenues populaires. Le monocle, une seule lentille grossissante avec une poignée, est devenu un accessoire à la mode parmi la classe supérieure, en particulier en Grande-Bretagne et en France. Les gens le portaient sur une chaîne autour du cou et l'utilisaient lors des rassemblements sociaux, moins pour la correction réelle de la vision et plus pour faire une déclaration d'esprit, de richesse ou de curiosité. Puis est venue la lorgnette, une paire de lunettes avec une poignée populaire parmi les femmes aristocratiques. Elles pouvaient être élégamment ouvertes et tenues pour lire ou regarder des spectacles d'opéra. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement de voir clairement, il s'agissait d'être vu. Au XVIIIe siècle, les lunettes étaient devenues des marqueurs de sophistication, d'intellect et même de flirt. N'étant plus un signe discret de vieillissement ou d'infirmité, les lunettes ont rejoint le monde de la mode. Elles encadraient maintenant plus que les yeux, elles encadraient l'identité. Le XIXe siècle a apporté des lunettes aux masses. Avec l'essor de la révolution industrielle sont venues non seulement les machines à vapeur et les usines, mais une transformation totale de la façon dont les lunettes étaient fabriquées, vendues et portées. Ce qui avait autrefois été des accessoires fabriqués à la main pour quelques-uns est devenu des nécessités produites en série pour beaucoup. Avant l'industrialisation, les lunettes étaient principalement fabriquées à la main, une paire à la fois. Mais de nouvelles machines ont permis la production constante de lentilles et de montures à grande échelle. La coupe du verre, le façonnage du métal et le meulage des lentilles sont devenus plus rapides et plus précis. Cela signifiait que plus de gens pouvaient se permettre des lunettes et que plus de gens pouvaient enfin voir clairement. Au milieu des années 1800, les lunettes étaient disponibles dans les magasins généraux et même par catalogue de vente par correspondance. Vous n'aviez plus besoin de consulter un opticien. Au lieu de cela, les gens testaient des lentilles préfabriquées par eux-mêmes, essayant différentes forces jusqu'à ce qu'ils en trouvent une qui fonctionne. Bien que c'était loin d'être un soin oculaire personnalisé, c'était un pas de géant vers l'accessibilité. Les styles de monture se sont également élargis. L'acier, le nickel et le celluloïd, un premier matière plastique, sont devenus des matériaux populaires, remplaçant la corne ou l'écaille de tortue plus chère. Les lunettes classiques avec un pont de nez sans branche sont devenues à la mode parmi les intellectuels et les hommes soucieux de leur apparence. Pendant ce temps, les lunettes rondes à monture métallique, rendues célèbres plus tard par des personnalités comme Gandhi et John Lennon, sont devenues un incontournable pour les professionnels et les étudiants.
Pour la première fois, les lunettes pour enfants sont entrées sur le marché. Au fur et à mesure que l'enseignement public se répandait et que l'alphabétisation montait en flèche, le besoin de correction de la vision a également augmenté chez les enfants d'âge scolaire. Les enseignants et les parents ont commencé à reconnaître que la difficulté à lire un tableau noir ou un livre ne signifiait pas forcément la paresse, mais simplement la myopie. La compréhension médicale de l'œil a également progressé. L'ophtalmologie est devenue un domaine formel et les examens de la vue ont commencé à se standardiser. En 1862, l'ophtalmologiste allemand Hermann Snellen a créé le tableau de Snellen, le tableau mural familier avec des rangées de lettres de plus en plus petites, révolutionnant la façon dont la vision était mesurée. Pendant ce temps, les lunettes sont devenues plus acceptables en public. Dans les siècles précédents, beaucoup cachaient leur besoin de lunettes par embarras, mais au XIXe siècle, le port de lunettes est devenu un signe de sérieux, d'éducation et de respectabilité croissante de la classe moyenne. Les lunettes étaient pratiques, mais aussi professionnelles. À l'aube du XXe siècle, le monde était plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Les lunettes étaient partout, dans les salles de classe, les usines, les salles d'audience et les journaux. La vue avait été industrialisée et la vision, pour la première fois dans l'histoire, était commercialisée à grande échelle. Au début du XXe siècle, les lunettes n'étaient plus seulement des outils correcteurs, elles étaient une force culturelle. C'était le siècle où la vision rencontrait l'identité, où la mode se heurtait à la science et où les lunettes devenaient aussi personnelles que les empreintes digitales. C'était aussi le début d'une course technologique aux armements en optique, une course qui allait définir les soins oculaires modernes. Au début des années 1900, les lunettes à monture métallique sont restées populaires, en particulier pour les intellectuels et les professionnels. Mais la production de masse a continué d'évoluer et avec elle sont venus de nouveaux styles, formes et matériaux. Dans les années 1920 et 1930, le celluloïd et d'autres plastiques ont permis des montures plus audacieuses, donnant naissance à des lunettes plus expressives. Les montures noires épaisses sont devenues associées à la confiance et à l'autorité. Les lunettes n'étaient plus quelque chose à cacher, c'était quelque chose à montrer. Hollywood a joué un rôle central. Des acteurs comme Harold Lloyd, qui portait des lunettes rondes à monture en corne, ont fait des lunettes une partie de son look signature. Plus tard, des stars comme Marilyn Monroe, James Dean et Audrey Hepburn portaient des lunettes à l'écran et hors écran, des lunettes qui mettaient en valeur leur personnalité, et non leur handicap. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'innovation s'est accélérée. La demande militaire pour une meilleure optique a conduit à des avancées dans la durabilité des lentilles, les revêtements anti-reflets et la conception de montures légères. L'armée a également publié des lunettes standardisées, surnommées lunettes GI-BOO, moins affectueusement, lunettes de contrôle des naissances pour les soldats. Elles n'étaient pas flatteuses, mais elles étaient durables et accessibles. En 1958, un énorme saut s'est produit, l'invention des lentilles en plastique. Plus légères et plus sûres que le verre, elles ont complètement changé le confort. Combinées au développement de lentilles photochromiques qui s'assombrissent à la lumière du soleil, les lunettes sont devenues plus polyvalentes pour un usage quotidien. Puis sont venues les lentilles de contact. Bien qu'inventées plus tôt, ce n'est que dans les années 1950 et 1960 que les lentilles souples sont devenues viables commercialement. Soudain, les gens avaient le choix, vous pouviez porter des lunettes ou non. Pendant ce temps, la mode a explosé. Les années 1960 ont vu des montures œil de chat et des couleurs inspirées du style mode. Les années 1970 ont apporté des aviateurs surdimensionnés. Les années 1980 étaient toutes sur les grandes déclarations audacieuses, pensez à Run DMC et aux dirigeants de Wall Street. Et dans les années 1990, les styles minimalistes sont revenus avec des montures sans rebord et en fil de fer dominant les salles de conférences et les universités. Les lunettes n'étaient plus seulement des outils pour la vue, c'étaient des déclarations de politique, d'intellect, de rébellion, de style. Que vous soyez un poète beat à Greenwich Village ou un codeur de la Silicon Valley, vos lunettes disaient quelque chose sur qui vous étiez. Le XXe siècle n'a pas seulement corrigé la vision, il l'a recadrée. Le XXIe siècle a fait entrer les lunettes dans un tout nouveau domaine, le monde numérique. Alors que les écrans devenaient nos compagnons constants sur nos bureaux, dans nos poches, même à nos poignets, nos yeux ont commencé à en payer le prix. Les lunettes ont donc dû évoluer une fois de plus, du miracle médical à l'élément de base de la mode en passant par la nécessité de haute technologie. Les lunettes sont devenues plus intelligentes, plus légères et plus personnalisées que jamais. L'un des développements les plus significatifs a été l'essor de la fabrication numérique de lentilles. Contrairement aux époques précédentes où les lentilles étaient moulées à partir de prescriptions prédéfinies, les lunettes modernes sont maintenant façonnées avec une précision guidée par ordinateur.
cela permet de créer des lentilles personnalisées, adaptées à vos mesures oculaires exactes, à l'inclinaison de la tête, à la distance de lecture, etc. Les lentilles progressives, qui offrent un mélange homogène entre la vision de près, de milieu et de loin, se sont considérablement améliorées, éliminant les distorsions vertigineuses qui ont affligé les premières conceptions. Une autre innovation, la technologie de blocage de la lumière bleue. Alors que les gens commençaient à passer 8, 10, voire 12 heures par jour à regarder des écrans, les signalements de fatigue oculaire numérique ont grimpé en flèche. Yeux secs, maux de tête, vision floue, ces problèmes sont devenus la nouvelle norme. Les entreprises de lentilles ont répondu en développant des revêtements qui filtrent la lumière bleue à haute énergie, réduisant la fatigue et améliorant le sommeil pour certains utilisateurs. Que la science soit concluante ou non, la demande a grimpé en flèche. La technologie des montures a également fait un bond en avant. Les matériaux ultralégers comme le titane, le métal à mémoire de forme et la fibre de carbone ont rendu les lunettes plus durables et confortables. Certaines montures sont maintenant si fines et légères que les porteurs oublient même qu'ils les portent. D'autres intègrent des charnières flexibles, des revêtements hypoallergéniques et des conceptions modulaires pour la personnalisation. Puis sont venues les lunettes intelligentes. Bien que les premières tentatives comme Google Glass aient eu un début difficile, accueillies avec à la fois admiration et réaction négative, le concept de lunettes à réalité augmentée n'a pas disparu. Les versions modernes incluent maintenant des capacités audio, l'intégration d'une caméra, le suivi de la forme physique et même des écrans tête haute. Les entreprises continuent d'affiner l'équilibre entre la fonction et le style, dans l'espoir de faire des lunettes intelligentes un accessoire de tous les jours. La vente au détail de lunettes a également changé. Les plateformes en ligne permettent maintenant aux utilisateurs de télécharger un selfie, d'essayer des montures virtuellement et de recevoir des lentilles de prescription sans jamais entrer dans un magasin. Cette démocratisation de l'accès, combinée à une image de marque élégante, a transformé les lunettes en une industrie de commerce électronique en plein essor. Et n'oublions pas la mode. Des montures rondes hipster au minimalisme élégant en passant par la renaissance du vintage, les lunettes sont aujourd'hui plus que jamais des expressions d'identité. À l'ère numérique, les lunettes ne vous aident pas seulement à voir, elles vous aident à filtrer, à protéger, à calculer et à exprimer exactement qui vous êtes. Alors que nous regardons vers l'avenir des lunettes, les frontières entre la technologie, la biologie et la mode continuent de s'estomper. Nous entrons maintenant dans une ère où corriger la vision n'est que le début, où les lunettes pourraient améliorer les capacités humaines, servir d'ordinateur portable ou éventuellement disparaître complètement. L'avenir n'est pas seulement de mieux voir, c'est de voir différemment. L'une des frontières les plus prometteuses est celle des lunettes intelligentes. Des entreprises comme Meta, Apple et Amazon se lancent dans une course pour développer des lunettes qui s'intègrent de manière transparente à la réalité augmentée, ERA. L'idée est de superposer des informations numériques, navigation, notification, traduction, même des objets 3D, sur votre champ de vision, le tout sans sortir un téléphone. Ces appareils visent à faire ce que les smartphones ont fait pour la communication, rendre cela instantané, invisible et immersif. Dans le même temps, les lentilles de prescription deviennent encore plus avancées. Certaines entreprises expérimentent des lentilles adaptatives qui ajustent automatiquement la longueur focale. Plus de bifocale, plus de changements de lunettes. Avec la technologie à cristaux liquides ou électrochromiques, ces lentilles peuvent répondre à votre regard, aux conditions d'éclairage ou aux besoins visuels en temps réel. La technologie médicale fait également des pas audacieux. Les thérapies géniques et les traitements à base de cellules souches pour certains types de cécité sont prometteurs lors des premiers essais. Les yeux bioniques, autrefois une fantaisie de science-fiction, sont déjà en développement, avec des implants rétiniens et des interfaces cerveau-ordinateur visant à restaurer une vision partielle chez les aveugles. Si ces technologies arrivent à maturité, les lunettes pourraient passer d'outils correcteurs à des dispositifs de transition, éventuellement remplacés par des solutions internes ou neuronales. Mais l'humble monture de lunettes ne disparaît pas pour autant. En fait, la mode continue de faire en sorte que les lunettes restent pertinentes, même si elles deviennent de plus en plus high-tech. Les designers mélangent la tradition avec le futurisme. Les montures imprimées en 3D, les matériaux recyclés, les designs modulaires et les couleurs personnalisables contribuent tous à ce que les lunettes restent personnelles et portables. Pendant ce temps, les casques de réalité virtuelle, autrefois volumineux et maladroits, s'amincissent, empruntant fortement à la science optique pour créer des expériences immersives sous une forme élégante de type lunettes. Ces deux, en un sens, sont les successeurs spirituels de la lentille. Ce qui a commencé comme une aide à la lecture pour un moine dans l'Italie du XIIIe siècle est maintenant devenu une passerelle vers les mondes numériques,
une merveille médicale et une icône culturelle. L'histoire des lunettes ne consiste pas seulement à nous aider à voir le monde plus clairement, il s'agit de la façon dont le monde en est venu à nous voir et de la façon dont cette vision continue d'évoluer, une lentille à la fois.